faire. Allez, l'équipe sur le plateau. Oh là 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 là, oh là 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 là, quelle image! C'est la joie du pistolero à l'arrivée. Eh bien, bienvenue dans un nouvel épisode de Chasse Patate, épisode qui sera consacré aujourd'hui spécialement au Giro d'Italia, donc qui démarre. Alors logiquement, on va publier cet épisode le jour du départ, donc en tout cas c'est le plan. Donc logiquement, le départ est aujourd'hui. Et donc, au programme du jour, on va parler du parcours, on va parler des sprinteurs et on va évidemment parler des coureurs qui vont se battre pour le général. Et il y en a un paquet cette année. La start list était assez impressionnante. Je suis pas sûr qu'on arrive à parler de tous les coureurs en détail, mais on va essayer. Et pour m'accompagner aujourd'hui, on a le retour. Hein. C'est le retour sur ces derniers podcasts. On a eu Alexis sur le précédent. Cette fois-ci, c'est Médé. Ouais, bonjour à toutes les auditrices. Voilà, toujours sa petite catchphrase. Hein. C'est bien. T'as pas oublié. Un qui n'est par contre, on le voit assez souvent, hein, c'est Monsieur Johan. Bonjour. Voilà, toi, c'est bon, t'as pris tes habitudes, etc. Tu connais la boutique. Hein. Et un petit nouveau, hein, Arnaud. Salut à tous. Bienvenue. Merci. Voilà, alors attention, hein, t'arrives sur un podcast très important. Hein. C'est le Giro, c'est le premier grand tour de la saison. C'est le voilà, on change, c'est la saison. Hop, là il y a un changement. On sort des classiques et bim, on arrive dans la montagne. Bon, on en a eu quelques-unes. Et donc justement, on va pouvoir parler du parcours. C'est la première chose sur laquelle on va pouvoir débattre. Alors, je dois bien l'avouer, moi je suis pas forcément un expert des parcours, mais qu'est-ce que vous pensez de ce parcours, de ce 100e Giro, hein, parce qu'on a oublié de le préciser, mais c'est le Giro du centenaire, hein, ce qui fait que c'est historique. Johan, je te laisse commencer. Alors le parcours, il souffre de la comparaison par rapport aux éditions 2015-2016 pour moi. C'est-à-dire qu'il y a quelques étapes qui ont un peu de potentiel, qui peut être cool, mais il y a aussi, si les coureurs font pas la course, il y a une grosse possibilité que ça soit une course d'attente pendant 3 semaines. Ce que je reproche principalement au parcours, c'est qu'il y a trop de courses de côte. Donc on a l'Etna et le Blocos au début, donc ça va. Et ensuite ils en mettent 2 totalement mongols en dernière semaine, en 19e étape notamment, qui sert à rien. Et en première semaine, ils nous ont habitués à mieux aussi, parce que là ça va être des sprints et juste des arrivées en boss. On avait l'habitude que ça parte de beaucoup plus loin. On se souvient il y a 2 ou 3 ans, l'étape de où Formolo gagne par exemple. C'est un bordel du début à la fin alors qu'on est le premier lundi. Cette année, il n'y a pas d'étapes qui ont ce potentiel-là. Donc je suis plutôt déçu du parcours, malgré quelques bonnes étapes, avec l'étape du Mortirolo du Stelvio par exemple, ou alors l'étape dans les Dolomites à 18e qui est assez cool aussi. Mais ouais, plutôt déçu du parcours en ensemble. D'accord, ok. Arnaud Ouais, moi je le trouve assez inégal. Le problème, c'est la 3e semaine, je trouve. Elle est beaucoup trop condensée. Il y a quasiment que des étapes de haute montagne. Donc j'ai peur que ce soit un peu cadenassé, comme on l'avait vu l'année dernière sur le Tour. Bon, après c'est le Giro, alors en général il y a un peu plus de mouvement quand même, mais le problème c'est que quand on met autant de difficultés aussi concentrées, ça empêche un peu les coureurs en général de passer à l'offensive. Et ouais, sinon, c'est vrai que ça manque un peu d'étapes, comme l'a dit Johan, pour créer du mouvement de loin. On a pas mal de courses de côte, mais bon, c'est moyen, on va dire, comme parcours. C'est pas dégueu, il y a quand même des choses à en tirer. Sur l'étape, moi j'aime bien l'étape 18 aussi, je trouve qu'elle est vachement intéressante. Même si c'est dommage qu'elle se termine par une course de côte. Mais sinon, ouais, c'est moyen, on va dire. D'accord. Médé, vas-y, le dernier à passer. Je suis pas un grand spécialiste des parcours. Moi, je remarque surtout que, comme d'habitude, c'est les coureurs qui font la course. Et si le parcours est trop facile à cadenasser, c'est aussi parce que il y a 4 grands leaders peut-être sur ce Giro, Nibali, Quintana, Pinot et Landa, et 3 d'entre eux ont un lieutenant très 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 solide pour faire le train en dernière semaine pour contrer toutes les attaques. Donc en gros, si on veut un scénario d'attaque, il faudrait que ce soit Nibali qui ait le maillot rose pour que la course soit beaucoup plus débridée. Je pense que les équipes sont assez fortes quand même sur ce Giro, et c'est quelque chose qu'on n'a peut-être pas forcément. Il y avait l'équipe Astana, mais quand Contador gagne par exemple, il n'avait pas forcément un super lieutenant, et du coup ça a favorisé les offensives d'Aru et de Landa à l'époque.
Là, il y a un risque qu'on n'ait pas ça. Et puis le fait que la dernière étape soit un contre-la-montre, ça peut être aussi un peu préjudiciable justement aux étapes 19-20 où ça risque de pas trop bouger. Justement, en attendant cette épreuve chronométrée. Je sais pas ce que vous en pensez, Ouais. mais c'est un petit peu le truc. Les organisateurs du tour ont toujours été frileux pour mettre des contre-la-montre en toute fin de tour parce que justement, déjà, ça pouvait faire un énorme flop si jamais les écarts étaient déjà faits au général et que du coup, il y avait plus rien qui était en jeu au moment du contre-la-montre. Et aussi parce que ça décourage les coureurs à faire des grands mouvements en prévision de cette épreuve. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'est Ouais. exactement ça. Ouais, Mais, surtout si Quintana est leader dans les dernières étapes, bah, il aura pas vraiment de raison. Enfin, s'il a de l'avance, il aura pas de raison de bouger. Et les autres se diront qu'ils pourront reprendre du ton sur le contre-la-montre peut-être, mais bon, ça aidera pas aux offensifs, quoi, c'est sûr. Ok. Après, ce qu'on peut noter par rapport aux éditions précédentes, c'est que les éditions précédentes, ils mettaient toujours un énorme chrono de 50 km qui faisait des gros écarts en deuxième semaine. Et donc là, cette année, ils ont changé, ils ont mis 2 chronos plus courts de 35-30 km, je crois. Donc on verra ce que ça va donner. Le premier, il est un peu vallonné, il y a des cotes à 4-5% sur 4-5 km. Donc c'est pas pour les purs rouleurs. Et le dernier, par contre, il est pour les purs rouleurs, mais c'est je crois 30 bornes en faux plat descendant. Donc c'est pas aussi pénalisant que si c'était un gros chrono de 50 bornes vallonné où il faut vraiment être à fond, quoi. Là, 30 km descendant, ça va être 40 minutes d'effort, ça va peut-être pas freiner autant les offensives en étape 19, en étape 20, j'espère en tout cas. Et l'année de la victoire de Menchov, vous avez même mis un chrono de 72 km. Ils avaient pas fait semblant, je m'en souviens. Il y avait des écarts énormes. Mais bon. Et je sais pas si. Moi, le truc qui rend le parcours très intéressant, je trouve, c'est une première arrivée au sommet dès le 4e jour. Parce que justement, bien souvent ces dernières années, on voit un Giro qui se joue vraiment sur la dernière semaine où les coureurs en fait se préservent jusqu'aux dernières étapes. Là, justement, le fait de mettre une étape de montagne aussi tôt dans la course, ça pourrait permettre à certains qui arrivent sur le Giro en forme dès le début d'essayer de faire les écarts sur ceux qui justement comptent sur les premiers jours de course et les premières étapes pour faire grimper leur forme et misent tout sur la 3e semaine. Je sais pas ce que vous en pensez, Médée. Oui, si, ça peut être tout à fait ça. On a vu quelques coureurs qui étaient particulièrement en forme. Geraint Thomas, Thibaut Pinot. Je pense qu'il y a moyen d'essayer de creuser sur un Vincenzo Nibali qui a toujours pour habitude d'être très fort en 3e semaine. Après, c'est le début du tour, donc il y a toujours des inconnus. On ne sait pas trop quel sera l'état de forme de Nairo Quintana, par exemple, et du coup, ça peut faire un peu peur. En gros, on se dit il faut pas trop tenter parce que sinon, si jamais il a bien caché son jeu, il est en forme, et ben on va se prendre une belle contre-attaque derrière et plusieurs minutes dans la vue. Ouais, c'est à double tranchant. C'est le problème avec Quintana qui se prépare tout seul en Colombie sans rien montrer à personne. Donc on ne sait jamais vraiment comment il aborde ses courses. Ouais. Effectivement. Exactement. Ouais. Mais Médée, il a raison parce que là, l'avantage d'avoir. Enfin, ils ont toujours mis des étapes, des arrivées au sommet en première semaine, le Giro par rapport au Tour. Sauf que d'habitude, c'est des petites arrivées au sommet, on va dire. C'est des cols roulants ou des cols pas très longs. Du coup, les écarts sont assez faibles. Là, l'Etna et le Bloco, c'est vraiment deux sacrés morceaux, quoi. Donc là, ils pourront pas se cacher. Il y aura vraiment déjà des écarts. Et ça va obliger justement une bonne gestion de sa forme. Avoir ceux qui ont prévu plutôt un pic de forme en 2e semaine, ceux qui sont plus en 3e semaine. Et on risque d'avoir 2-3 coureurs qui vont exploser en 3e semaine, ça c'est sûr. Je pense à Geraint Thomas par exemple. Ah, on commence déjà à émettre Non, mais des parce que doutes. ça lui convient bien, quoi. Il y a un gros moteur, l'Etna Blocos, il va être devant Geraint Thomas. Après, quand ça va s'enchaîner à 2000 mètres d'altitude dans les Dolomites, j'attends de voir. On va Moi, en j'ai peur que parler. ce soit un peu un flop. J'ai peur que ce soit un peu un flop, l'Etna. Ça arrive justement très tôt et j'ai peur qu'il y ait beaucoup de coureurs qui n'aient pas envie de se découvrir si tôt, vu la tronche de la 3e semaine. Et à mon avis, après, on peut croire à une élimination par l'arrière, mais après, si le train il est faible, sachant qu'il n'y a pas non plus de très grosses équipes pour imposer un gros train, j'ai peur d'un flop. Contrairement au Blocos, par contre, qui se situe la veille d'un jour de repos. Et donc là, à la rigueur, ça peut inciter les coureurs à passer à l'offensive, puisque de toute façon, ils pourront se reposer le lendemain et ils risquent pas grand-chose, quoi. Mais justement, moi quand je parle de l'Etna, je pense justement à une élimination par l'arrière par des mecs qui sont un petit peu en retard sur leur forme. Et bon, après, ça s'est toujours vu. Ces dernières années, je me souviens notamment il y a 2 ans, je crois, où il y avait Kruijswijk et Esjedal qui étaient complètement à la rue au général après les 10 premiers jours de course, parce qu'ils avaient pris des éclats, ils avaient même sur des étapes de moyenne montagne, ils avaient pris 5 ou 6 minutes dans la vue, et qui avaient terminé, mais à fond le Giro, ils étaient revenus dans les premières positions du général, comme quoi tu peux quand même revenir de loin. Mais bon, il y a la possibilité d'avoir encore quelques gros favoris comme ça qui
qui justement misent sur ce genre de parcours où ils ont une forme qui est vraiment ascendante et qui risque de se faire surprendre. Alors, est-ce qu'il y en aura un des gros poissons? Ce sera le cas, ou ce sera plutôt le cas des seconds couteaux? Je pense que ce sera plutôt pour des mecs, pas Nibali, pas Pinot, pas Quintana, qui doivent avoir bien préparé leur affaire, mais bon, il y aura peut-être moyen de voir quelques belles défaillances, quoi. En tout cas, c'est ça sûr, l'avantage. Même si ça fait pas de gros écarts, les mecs ils sauront tout de suite s'ils sont dans le haut du panier ou pas, et s'ils sont pas dans le haut du panier, il va falloir, ils savent déjà qu'il faudra attaquer s'ils veulent pas se contenter d'un vulgaire top 5, quoi. Arnaud, oui, tu voulais dire quelque chose? Bah, c'est sûr que s'il y a un leader qui a une grosse défaillance d'Eletna, là ça va bouger, ouais, c'est sûr. Je pense qu'il y en a certains qui vont en profiter pour faire rouler leur équipe à bloc et essayer de creuser au max les écarts dès le début. Ouais, effectivement. Des choses à rajouter sur le parcours? Ou on a fait le tour? Est-ce qu'on insulte l'étape d'Europa quand même? Parce que, un peu quand même. La fameuse course de côte dégueulasse que disait... Ah là, je sais pas si on peut faire pire, mais Ouais, on se croira à la Vuelta, quoi. Mais bon. Bon, bah, Ouais, vraiment inutile, c'est dommage. Mais je pense qu'il y a moyen de faire mieux. Au moins la mettre en descente, quoi. Mais l'arrivée en descente, ça aurait déjà peut-être été mieux. Quand il y aura quelques étapes pour Puncher aussi, comme d'habitude, avec la 6ème, la 8ème, il y a des petits taquets en finale qui pourront plaire à Puncher, Woods, je sais plus si Ulysse siffle le Giro ou pas. Enfin, Ulysse, il le fait pas normalement. Ouais. la Woods alors. Il y aura pas grand monde en fait en Puncher, à part Wood. Faites les Cannondale en fait, quoi. C'est ça, effectivement. Bon, après, il y a Dylan Tuns, qui fait 3ème de la Flèche Wallonne, qui est là. Peut-être que ce sera l'occasion de gagner une étape pour lui. Un peu moins raide. Enfin, peut-être on en parlera plus tard. Oui, je sais pas. certes. C'est pas tout à fait le même tracé. Ok. Des choses à rajouter ou on passe au foot vitesse, au sprinter? Non. Bon, d'accord. Alors, ça veut dire que ce silence est évocateur. Ça veut dire qu'on a fait le tour et qu'on peut donc passer au sprinter. Donc, alors, je sais pas ce que vous pensez, mais moi, je suis pas sûr que la start soit forcément beaucoup plus meilleure que... Oula, beaucoup plus meilleure. Putain, celle-là, elle sortait de très très loin. Attention. Et bien meilleure que sur les années précédentes où on avait des Cavendish, des Kittel. Parce que cette année, on a Greipel. Et après, derrière lui, alors certes, on a quand même les deux prodiges du sprint. On a Ewan, on a Gaviria. Et après, on a les Italiens, Modolo et Nizzolo. Mais il manque peut-être un ou deux vraiment gros cadors. Il manque un Cavendish, un Kittel ou quelqu'un comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, Médée. Non, on a André Greipel quand même. Enfin, Ah, mais souvent, ils sont pas tout seuls. Ces dernières années, on a eu Démar, on a eu Bouhanni. Bon, Démar, est-ce que Démar fait partie du haut du panier du sprint? Débat à avoir, mais bon. Donc voilà, il manque. On a eu un Bouhanni sur les années précédentes. On a eu du Démar. Voilà, il y avait de quoi faire. Là, j'ai l'impression qu'il est un petit peu seul, entouré par les Italiens. Et non, il y a, enfin, donc Greipel c'est quand même un mastodonte, mais surtout il y a l'arrivée de Gaviria qui va disputer son premier grand tour. Oui, voilà. Et, Après, c'est les deux petits jeunes qui effectivement. Est-ce qu'ils font partie du gratin? Je pense qu'on peut. Ouais, mais Ewan, on a vu un peu ce que ça pouvait donner, assez fort sur des étapes plutôt faciles, en retrait dès que ça grimpe un peu plus. On sait que de toute façon il y aura un petit peu match. Mais Gaviria c'est une vraie attraction parce que c'est un coureur qui est quand même extrêmement costaud, très solide, qui peut tout à fait faire une razzia un peu surprise, mais est-ce que ça c'est vraiment qui peut une surprendre surprise sur son premier grand tour. Je suis pas sûr que ce soit une surprise si Gaviria fait une razzia, sincèrement. Parce que moi, je le vois. À la vitesse à laquelle il progresse, je le vois au même niveau qu'un Greipel maintenant. Sincèrement. Oui, justement, mais le truc c'est que il est peu connu en dehors du public de spécialistes parce qu'il n'a pas couru de grandes courses pour l'instant, à part un peu Milan-San Remo qu'il a pris à la 4e place. Okay. Si jamais il remporte 3-4 étapes, ce sera un événement. Ce sera l'avènement d'un très grand sprinter qui va se mêler à la caste des meilleurs pendant une dizaine d'années. Et donc on pourra dire qu'on a vécu un peu l'histoire. Mais à l'heure actuelle, on peut pas dire que c'est un grand favori. Bon, après, gagner 3 ou 4 étapes sur le Giro, est-ce que ça promet d'être un top sprinter après? Parce que Bouhanni, il a fait une saison exceptionnelle où il gagne des étapes sur le Giro et la Vuelta, et depuis, il a un petit peu de mal à confirmer. Ouais, alors, j'ai ça en polémique, mais Bouhanni, je suis désolé, sur ces 2 dernières saisons, il est peut-être pas à la hauteur de sa saison 2014, je crois, où il se montrait vraiment parmi les meilleurs. Donc attention à pas non plus le griller, Gaviria. Mais bon, c'est clair et net que sur le papier, en fait, j'ai presque envie de dire que c'est lui, pour moi, le favori des sprints du Giro, à la même hauteur que Greipel. Et derrière, un petit peu, il y a Ewan et les Italiens, Modolo. Nizzolo, je le mets même pas sur le même pédestal parce qu'on sait qu'il va terminer 3ème, mais qu'il va pas gagner l'étape. Mais voilà, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, Johan. Oui, pour moi, Gaviria, c'est le favori. Il va gagner quelques étapes.
Greipel, comme d'habitude, il va en gagner une ou deux et après il va abandonner pour préparer le tour. Et je vois bien Bennett gagner l'étape aussi. Sam Bennett sur un sprint random, un peu comme il a fait à Paris cette année. C'est une petite cote. Et comme tu dis, Nizzolo, on le cite pour le citer parce qu'il est toujours présent, mais on sait qu'il a une tendinite en début de saison, qu'il est vachement, qu'il a pas une préparation idéale du tout, pour être poli, enfin pour être pour minimiser son truc, mais c'est Nizzolo, il va falloir qu'il ait quelques jours de course pour se mettre dans le bain pour reprendre le rythme des sprints du Giro. Le problème, c'est que les sprints du Giro cette année, ils sont tous en première partie de course. Donc Nizzolo, j'ai un gros doute dessus. Surtout que sur le Tour de Croatie, il a pas forcément brillé. Bon, c'était sa rentrée aussi, c'était un peu particulier, mais il a eu beaucoup de mal. Enfin, il a fait une 2e place, et après une 5e et une 8e place. Enfin, bon, voilà, des places d'honneur, mais surtout, il y avait un plateau qui était, à part Modolo, il y avait personne. Et il a quand même eu du mal à... Justement, il n'a pas gagné l'étape, et il a eu du mal aussi à être vraiment concurrencé Modolo. Donc c'est un peu... Voilà. C'est pas Ruffoni qui a gagné l'étape plutôt? Ruffoni, il en a gagné 2. Oui, Ruffoni, il a gagné 2 étapes, mais il y avait Modolo aussi. Alors, Ouais, il a gagné une étape aussi. Après, Gaviria, pour venir à Gaviria, tout dépend un peu comment et contre qui il gagne, quoi. S'il gagne 3 étapes en dominant Greipel, on pourra dire que ouais, il s'inscrit dans la hiérarchie des meilleurs sprinteurs du monde pour les prochaines années. Après, s'il gagne 3 étapes à la Boigny en battant Nizzolo et Modolo, bon, il pourra peut-être prendre un peu de recul par rapport à ses perfs, quoi. Bon, après, sincèrement, vous citez Gaviria, vous citez Greipel. Attends, Ewan, faut pas l'oublier aussi. Ewan, je le vois bien gagner une petite étape en... Mais je sais pas, est-ce qu'il a vraiment une bonne équipe avec lui, Ewan? Je suis en train de regarder en même temps que je vous parle, parce que c'est un podcast très très bien préparé. Mais Ewan, attention aussi à ce qu'il gagne pas son étape, un petit peu, je sais pas, ouais, un petit peu comme pourrait le faire d'ailleurs Ruffoni ou Bennett. Hein. C'est typiquement le genre de coureur qui peut gagner une étape comme ça, surtout qu'il a fait un très gros début de saison et que, alors contrairement à l'année dernière, il a réussi quand même à aller au-delà de son bon mois de janvier-février, c'est-à-dire que derrière il a quand même gagné, il a gagné à Abu Dhabi et là il vient de faire 2e d'une étape du Tour de Yorkshire, donc la forme est quand même là et ouais, moi Ewan je le mets très bien. Et attention aussi à Ruffoni, comme on a dit, qui a gagné 2 étapes au Tour de Croatie, donc voilà. Ewan, il aura un bon train, ouais. Enfin, dans ceux qui sont indiqués sur Orica pour l'instant, il y a Kluge et Mesgetch qui peuvent bien lancer dans les 1 km. Et ouais, après, j'ai pas regardé le détail des étapes de sprint, mais s'il y a une étape qui se finit par un petit faux plat de 300-400 mètres, Ewan, c'est là-dedans qu'il excelle et je pense qu'il peut être. C'est là-dessus qu'il va gagner une étape de la Vuelta, par exemple. Donc, s'il y a une étape qui se finit par un petit faux plat comme Kokar, tu vois, il peut, je pense, bien briller là-dessus et gagner une étape là-dessus. Okay. Il y en a une, je crois. Je crois qu'il y en a une en 3e ou peut-être 5e étape, un truc comme ça, qui finit par un faux plat comme ça. Et je remarque que personne parle de Modolo, donc Modolo, il gagnera pas d'étape lui. Modolo, si, peut-être truc... une, mais bon, est-ce qu'on peut le mettre dans les grands favoris? Je pense pas. Ouais. Bah, Modolo, justement, c'est le coureur qui profite du fait qu'il y a 2-3 mecs qui abandonnent à la fin de la première semaine et qui ramènent 1 ou 2 bouquets sur les 2e et 3e semaines de course. Donc voilà, pourquoi pas. Après, le truc, c'est que cette année, aux 3e semaine, on n'a aucun sprint. Et en 2e semaine, on en a 2, on va dire. Donc, faudra pas louper, quoi. Les occasions, elles seront pas non plus nombreuses. Après, j'ai l'impression que Modolo, il a besoin d'un train vraiment bien huilé pour gagner ses étapes. L'année où il domine, entre guillemets les sprints, il gagne 2 ou 3 étapes. Il a avec lui Richese et un autre mec qui font un boulot assez impressionnant à chaque fois quand il gagne. Il l'emmène vraiment sur un plateau. Là, il a Ferrari et c'est tout, quoi. Après, il a pas grand monde autour de lui pour faire un train efficace, j'ai envie de dire. Donc, pourquoi pas. Et personne parle de Maresco aussi. Bon, Maresco qui galère au Tour de Bretagne. Oui, c'est sûr. Et en ce moment, il galère un petit peu au Tour de Bretagne à gagner, donc je suis pas sûr qu'il soit en très bonne forme. Mais c'est censé être la future machine des sprints en Italie, en tout cas. Ou alors, est-ce que c'est le nouveau Guardini? C'est ça la grande question. M'aider Bah, c'est un peu compliqué de répondre. C'est pas comme si on peut l'observer très souvent. Il est dans une équipe Continental Pro qui est pas invitée partout. Donc c'est un peu une énigme. Il est capable de faire très bien. Il est capable de faire. Il a l'air de manquer un peu de foncier, d'avoir du mal à encaisser les courses les plus difficiles. Sur un grand tour, c'est pas forcément bon. Il l'avait disputé l'an dernier. Il avait été assez transparent, si mes souvenirs sont bons. Ouais. Je sais pas trop quoi en penser. Enfin. Ça peut tout à fait
surprendre et il peut tout à fait gagner une étape là. Vraiment en grosse surprise, mais bon, c'est très difficile de s'avancer dessus. L'an Et dernier, moi, il avait... je parierais pas dessus. L'an dernier, il avait abandonné à la 5e étape, donc il avait rien fait Voilà. du tout au fait de son Giro, ouais, effectivement. Bon voilà, donc Après, on a- il est très jeune. Hein. Il Oui. est vraiment très très jeune. Ouais, il est très précoce, donc c'est pour ça qu'on en parle beaucoup. Ça fait déjà 2 saisons. L'année dernière, il a gagné énormément de victoires, bon, sur des courses de seconde zone, mais voilà quoi. C'est pour ça aussi on en parlait beaucoup au moment où il avait disputé le Giro pour effectivement pas faire grand chose. Mais Bon, un des ben, problèmes de il a Maresco, gagné c'est plus de- Pardon, oui, non, vas-y, excuse-moi. Maresco, il a gagné plus de courses que Gaviria par exemple en pro. ah oui, parce que Comme comme je à te dis, 22 contre 15 pour Gaviria. parce que mais Mais Lankawi, quoi, c'est ça. voilà, non mais après, Après, il faut voir les courses qui sont gagnées parce que il a fait Ouais, c'est ça. des razzias sur des courses en Chine, Maresco, Ouais. etc., sur des courses vraiment de seconde zone. Alors que Gaviria, Maresco, lui, il gagne en Langawi, quoi. Donc, bon. voilà, c'est ça. Tour of Tayu Lake, 3 victoires, bim, comme ça. Donc attention. Après, on a évoqué les gros poissons entre guillemets. Attends, Ouais. juste pour Maresco, Vas-y. son problème, ça va être son équipe. Parce que il a beau avoir une très bonne pointe de vitesse sur des sprints, on va dire, plus faciles. Moi, je me souviens que je l'ai vu au Tour de Dubaï, je crois, en début d'année, où il y avait vraiment toutes les grosses formations de sprint qui étaient là. Et on voyait sur les vues aériennes qui montraient qu'il y avait toutes les équipes du World Tour qui étaient bien organisées, pardon. Et les Wheeler Southeast, à peine ils se regroupaient, qu'ils explosaient de nouveau, quoi. Ils avaient vraiment du mal à bosser, à former un train et à remonter Maresco. Là, il Donc, ça va a être compliqué d'aborder Il a une bonne en équipe, là. position les sprints, quoi. il a Pozzato et Belletti pour l'aider. Ouais, mais je veux dire, ça s'improvise Et pas, quoi, Bussato faut le aussi. bosser. Ah oui, Bussato aussi, voilà. C'est une bonne équipe comme. Enfin, il a au moins 3 mecs qui sont très solides et qui peuvent bien l'aider. Après, évidemment, c'est pas une équipe pour le tour, mais c'est pas dégueulasse, c'est pas rien. Il y en a qui seront bien moins entourés que lui. Hein. Oui, effectivement. Alors, on a parlé donc de ceux qui pouvaient potentiellement gagner une victoire, au moins l'espérer. À Maresco, on sait pas trop. Parlons peut-être, alors juste très rapidement si vous avez quelque chose à dire, parce que je suis pas sûr que ce soit le cas, mais un mec comme Ventoso, des mecs comme Baos, des mecs comme Porsev, Sbaragli. Respecte-toi, t'as oublié Bennett avant eux. Non, Bennett, on en a parlé. j'ai cité Bennett. Johan a dit qu'il allait gagner une étape discretos. Mais Je l'ai pas entendu celui-là. bon, je rajoute Bennett. Et alors Simolai, visiblement, il va pas faire le Giro, ce qui est un petit peu dommage parce qu'il y avait possibilité qu'il fasse des jolies placettes, voire pourquoi pas gagner une étape parce que Simolai sur le Tour de Catone, il s'est montré assez fort, même si c'était face à une concurrence qui se résumait à Boigny, hein, on va pas se mentir. Donc voilà, est-ce que vous avez des choses à dire sur ce second rideau du sprint qui sera présent sur le Giro Médée, peut-être toi qui voudrais évoquer Bennett. Mais moi surtout, il y a un petit trio en fait, c'est Martinelli, Hofland et Stuyven. C'est les 3 poissons pilotes. Et si jamais leurs sprinters abandonnent, ils seront là, je pense. Après, est-ce qu'ils gagneront une étape sans doute pas, mais voilà, c'est à noter que c'est ces 3 excellents sprinters qui sont là en tant qu'équipiers, pour une fois. Offland, je suis d'accord, ouais. Stuyven, je suis moins convaincu quand même. Je suis Un pas mec sûr qui a qu'il ait gagné une un sprint sur la Vuelta. Ouais, sur la Volta. La Volta. Après, ouais, en termes de pointe de vitesse pure, je suis pas convaincu qu'il soit aussi efficace qu'un Offland par exemple. Mais bon, pourquoi pas hein, après. Après, il y a quand même du monde quand même. Alors ça m'étonnerait que. Non, oui, moi aussi, je l'ai dit, ça m'étonnerait. Il y en a 6 qui peuvent gagner une étape, pas plus pour moi. Mais s'il fallait en citer, en vrai, c'est vraiment plus du côté de ces poissons pilotes-là que un éventuel Ventoso ou. Ouais, Portes, Ventoso, c'est Simone, pour la c'est blague. Hein. Parce que Ventoso, ça fait 3 ans qu'il fait plus des sprints hein, quasiment, j'ai envie de vous dire. Mais bon, voilà. C'est toi qui le cite, hein. Oui, parce que ça m'a fait rigoler sur le coup. Hein, j'ai un humour particulier, excusez-moi. Qu'est-ce que vous... Peut-être... alors, Ventoso, visiblement, on l'élimine, mais bon. Sbaragli, ouais. Sbaragli, lui aussi, il a gagné une étape sur la Volta, hein, quand on parle des... Ouais, mais pour moi, tu vois, Sbaragli, c'est un peu... il a pas gagné un sprint massif, mais par contre, il y a quelques étapes sur le Giro, je pense à la 2e, je crois, ou même la 17e, qui finit par un faux plat de 90 km, là. Je pense que Sbaragli, qui passe bien les bosses, c'est justement... Pour les sprints en comité réduit, il a une bonne chance d'en claquer une, pourquoi pas, ou en tout cas de claquer quelques podiums sur des sprints en comité plus réduit. D'ailleurs, Sbaragli qui a fait 16e de l'Amstel Gold Race. Ou de l'Amstel. Quand j'ai vu les classements, j'ai halluciné. Donc il se met à bien passer les bosses. Mais il est bon, Sbaragli. Il fait au Tour du Pays Basque aussi, il est toujours devant, je crois. Enfin, Donc voilà. il a toujours bien passé les bosses. Ok. Après, on est sûr qu'il y sera parce que
sur Pro Cycling Stats, là, ils sont 11 à Dimension Data sur la start list. Donc, Enfin, c'est le seul italien, donc bon. Oui, oui, c'est sûr que ouais, de ce point de vue. Mais bon, Viviani n'y est pas. Hein. Donc, c'est Ouais. l'italien, c'est pareil. ok. Des choses à rajouter sur les sprinters ou on enchaîne Ouais. sur le Combien il y en aura à principal l'arrivée, Ah, à part le maillot rouge? bah il y aura Nizzolo, hein, le maillot rouge. Ouais, il y aura Nizolo, Modolo et Sbaragli peut-être, mais quand on voit qu'après la 13e étape, il n'y a plus qu'une étape peut-être pour les sprinters costauds, je pense que ça sent bien la flopée d'abandon. Bah, je pense que Ouais. le trio de stars, entre guillemets, Greipel, Ewan, Gaviria, ils vont bâcher. Hein. Gaviria, c'est pas sûr, hein. Lui, il a aucune chance d'être au Tour de France, à mon avis. Ouais, parce qu'il y a Kittel, effectivement. C'est le seul des trois à la rigueur. Par contre, Et est-ce de toute façon, qu'Ewan... Gaviria aura un maillot rouge, donc il le défendra jusqu'au bout. Ah, déjà des petits pronostics. Donc oui, alors voilà, juste pour terminer sur les sprinters, tour de table pour savoir, selon vous, qui gagnera le plus d'étapes sur le plateau sprinter. Médée, vas-y. Moi, c'est clairement André Greipel parce que c'est lui qui a la meilleure équipe, le plus d'expérience. Honnêtement, je vois pas comment ça pourrait pas être lui. Ok. Arnaud. Ouais, je suis d'accord avec Médée. Je pense aussi que Greipel va en gagner bien 2-3 à mon avis. D'accord. Pour les mêmes raisons, ouais, grosse équipe ouais, surtout. Ouais. Ça va beaucoup jouer au niveau des arrivées. Johan, tu n'es pas d'accord, à mon avis? Pas d'accord. Simone Ponzi, non, je déconne. Non, je parie sur Gaviria. Ouais. Bah, et j'ai bien envie de te suivre, sincèrement, parce que Greipel, bon, je l'avais annoncé sur le déclin il y a genre 2 ans quand il a gagné 3 étapes sur le tour. Ah Bon, oui, voilà. je me souviens celle-là. Hein. Mais bon, ça va bien arriver. Non, mais Greipel, je dis pas qu'il est sur le déclin, mais je pense que Greipel pas sur le déclin, mais Gaviria complètement sur la pente ascendante. Et à mon avis, Gaviria, voilà, comme le dit Johan, je pense qu'il peut facilement venir concurrencer Greipel et gagner plus d'étapes que lui. Voilà. Bon, même si à l'avantage de Greipel, c'est que Gaviria, lui, dans son équipe, il y a un mec qui visera le général. Donc, Jungles, il aura moins d'équipiers peut-être à son service. Bon, voilà. On vous passera, va vous épargner les commentaires de Alex, qui apparemment a décidé que sa dernière remarque sur Liège-Bastogne-Liège n'était pas suffisante et qu'il Voilà. essaie de se ridiculiser un peu plus. Ewan. Après, Ewan, on s'est quand même dit qu'il pouvait. Enfin, moi, j'ai dit en tout cas qu'il pouvait gagner une étape. Hein. Ewan, moi, je devrais bien prendre son petit bouquet. Mais bon. Ouais, mais quand t'as le marqué comme supérieur à Gaviria et Greipel en même temps, Oui. voilà, et maintenant Ouais. supérieur à Hall. Attention. Ewan, personne ne le voyait passer le Poggio et les difficultés sur Milan-San Remo. Il l'a fait. Ah, il va peut-être nous surprendre. Hein, on ne sait pas. C'est un sachet Pourquoi surprise, pas. Ewan. On verra. L'étape 7 pour Ewan, je dis moi. Ok, on note. Ben voilà, je pense qu'on a fait le tour des sprinters et on va pouvoir s'attaquer au plat principal, voilà, au maillot rose, à la lutte pour la victoire finale. Et là, énormément de clients. Alors moi, j'ai noté 15 noms. Bon voilà, plus 2-3 autres à la rigueur qui sont qui viseront l'accession au top 10 à la rigueur, mais qui ne viseront pas beaucoup plus haut. Donc je suis pas sûr qu'on ait le temps de faire tous les 15 coureurs un à un, mais bon, on va commencer par les meilleurs et on va descendre petit à petit. Et puis si on manque de temps à la fin, on fera des packages avec les derniers. Mais en tout cas, le premier nom évidemment qu'on va citer, c'est Nairo Quintana. C'est l'homme mystère parce qu'on ne sait pas du tout où il en est sa préparation, mais on lui fait confiance, il a toujours préparé ses courses comme ça, que ce soit le Tour de France ou maintenant sur le Giro. Donc Nairo Quintana, c'est pour l'instant en 2017 la victoire sur la Volta, Volta à la Comunidad Valenciana, bon le Tour de Valence quoi, et la victoire sur le Tirreno Adriatico. Donc pour l'instant, c'est plutôt des très bonnes statistiques sur cette saison 2017. Quintana, est-ce que c'est le favori du Giro pour vous, Arnaud? Ouais, c'est clairement le gros favori. Alors, il a fait un début de saison, il n'a pas fait beaucoup de courses. Bon, celle qu'il a fait, il a gagné. Là, il va faire le Tour des Asturies, je crois. Mais Tour des Asturies, ouais. Il y a une étape où il peut peut-être gagner, mais bon. Et sinon, oui, c'est sûr que c'est le gros favori vu le parcours. Alors, il y aura 2 contre-la-montre qui vont pas trop lui correspondre, bien que le premier, il peut limiter la cage, je pense. Mais bon, quand on voit le niveau qu'il avait sur Tirreno, je crois pas qu'il puisse se louper. Et je vois pas vraiment comment il peut perdre ce Giro, sachant l'équipe qu'il a autour de lui. Et sachant qu'il n'a pas vraiment de vraie faiblesse, en fait, hein, à part le contre-la-montre. Mais bon, même là, il est capable de limiter la case. Donc voilà, Quintana, je vois pas trop comment il peut passer à côté. Effectivement, grosse équipe. Alors pour l'instant, il n'y a pas tout le monde qui est annoncé, mais il y a déjà Amador, Anacona et Gorka Izagirre et son frère, d'ailleurs. Donc ouais, effectivement, sur le papier, l'équipe a moyen d'être pas mal, mais à mon avis, c'est clairement pas la meilleure équipe. Hein. Je pense que Sky et... Bon, Sky
À part Sky, je vois pas trop ce qu'il y a de mieux. Hein. Oui, Et voilà. la densité collective des AG2R, évidemment. Ouais, ne rigole pas. Ne rigole pas parce que Géniez, Dupont, bon, il nous manquerait un Franck, tu vois, et on pourrait rigoler un petit peu. Mais attention, hein. Et Médée, Gaster, alors vas-y, Médée. Ah oui, il y a Gaster aussi. Médée sur Quintana. Oui. Bah, Quintana, c'est le Macron, hein, c'est pas la peine de chercher autre chose, un autre favori qui va gagner, c'est tout. Oh, magnifique parallèle. J'aime beaucoup. Mais bon, à part ça, il va gagner easy peasy, il va rien se passer. Mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? C'est le plus fort en montagne, il a un super niveau en chrono maintenant. Ouais, super, Ah, j'irai pas jusque-là quand même. Hein. Non, mais comment dire, il va pas perdre. Tu peux pas attendre de lui qu'il perde 5 minutes face à Dumoulin. En montagne, il est vraiment, vraiment au-dessus de tous les autres. Il peut leur mettre 1 minute à chaque gros col. Ce Giro, il est tellement montagneux, avec tellement d'arrivées au sommet que. En gros, s'il est bien préparé, s'il est en forme, s'il fait de ce Giro son objectif prioritaire et qu'il le prend pas seulement pour une rampe de lancement vers le Tour de France, alors. Il va être presque impossible à battre. Ouais, En mais fait, c'est ça la question. Voilà. C'est ça la question. Est-ce qu'il va pas vouloir trop se préserver, sachant que déjà il est un peu frileux de base. Est-ce que là, en se disant qu'il aura besoin d'être en forme pour le Tour, donc un mois plus tard, est-ce qu'il n'aura pas tendance à justement vouloir trop se préserver et à vouloir faire le moins d'efforts possible, et du coup que ça lui joue un mauvais tour avec les 2 chronos? Peut-être c'est le seul moyen pour qu'il perde, je pense. Qu'il se fasse avoir bêtement, quoi. Pas sûr. Enfin, je crois que c'est Sisbos qui parlait de ça il y a 2 ans ou 3 ans, il me semble, que justement, quand les mecs qui font le doublé du Giro au Tour, ils prévoient de faire des efforts. Donc le Giro, c'est plus un bloc de travail, donc peu importe s'ils font des efforts pendant le Giro ou pas, ça n'aura pas de conséquences sur le Tour, parce que c'est plutôt l'histoire de récupération entre le Giro et le Tour qu'il faut voir. Mais normalement, peu importe son attitude pour le Giro, ça n'aura pas de répercussion sur le Tour de France. Après, comme tu dis, c'est vraiment le point clé du truc, quoi. Est-ce qu'il est capable de doubler? Et est-ce qu'il va arriver au top de sa forme sur le Giro? Déjà, il aura moins de jours de course dans les jambes que certains. Donc, la raison pousse à dire que Quintana va gagner. Moi, je le mettrais deuxième derrière un autre que je citerai tout à l'heure. D'accord, ok. Ouais, voilà. Bon, ouais, je pense que c'est la vraie question pour savoir si Quintana peut. En fait, la vraie question, c'est est-ce que Quintana peut perdre le Giro? À savoir, est-ce que au niveau de sa préparation, ça sera effectivement le fait qu'il doit doubler Giro Tour. Est-ce que ça peut pas être ça qui peut être la principale faiblesse et la seule faiblesse de Quintana avec le contre-la-montre? Par contre, Médée, tu dis qu'il peut pas perdre 5 minutes sur Dumoulin. Accumulé sur les 2 chronos, il y a moyen qu'il perde les 5 minutes sur un mec comme Dumoulin, hein, sincèrement. Parce que sur 30 bornes face à Dumoulin, il peut facilement perdre 3 minutes et après 2 autres sur le dernier contre-la-montre. Hein. Moi, je le vois bien partir avec un déficit face à. Alors, Dumoulin, c'est le top du top en matière de chrono, donc ça sera un déficit moindre face à Nibali, face à Thomas, etc. Mais il peut facilement, je pense, avoir 2 voire 3 minutes à rattraper par rapport à certains autres favoris du Giro à l'issue des chronos, enfin du premier et du second chrono. Je sais pas ce que vous en pensez. Hein. Laisse-moi juste vérifier les résultats de quelques chronos et je reviens vers toi. Tu Alors, moi, je sous-estimes suis pas- vachement Quintana en chrono. Ouais, je Théo. suis d'accord. Bah, Quintana, oui, il s'est roulé. Moi, je le vois à peu près limiter la casse, à l'image d'un, je sais pas, je le vois au niveau d'un Mollema, d'un Van Den Broek, d'un mec qui sait à peu près rouler, mais qui fasse au tout meilleur. Et surtout, moi, je faisais vraiment la comparaison face à un Dumoulin. Dumoulin, je vous garantis qu'il lui colle 2 minutes sur chacun des 2 chronos. Parce que Mais Dumoulin, Dumoulin, il En va fait, moi, 5 en montagne à moi, chaque étape. moi, je suis pas trop d'accord parce que, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, le premier chrono, il est un peu vallonné, faut quand même le prendre en compte. bon, Et, ça, ok. si on compare par exemple à la Vuelta l'année dernière où il y avait un chrono pareil de 40 bornes qui était moins vallonné, Quintana avait pris 2 minutes 15 par un Froome stratosphérique et genre 1 minute 30 par Castroviejo qui avait fini quand même la saison en trombe, donc qui était en forme. Et Dumoulin, je suis pas certain qu'il soit meilleur que Castroviejo à l'heure actuelle parce que quand on voit par exemple son chrono sur le Tirreno, bon, c'était que 10 km mais c'était tout plat et c'était pas ouf du tout comme résultat, donc je me demande s'il a pas perdu un peu en chrono à force de se concentrer sur la montagne. L'an Donc moi, dernier, je vois pas. C'est ce qu'il disait, hein. Je le Il vois avait pas sacrifié perdre. le chrono. Je vois Quintana pas l'an plus- dernier sur le plus chrono d'une du Tour de minute Romandie, 30, très vallonné, celui qui avait remporté Thibaut Pinot, il perd 7 secondes en 15 km sur Dumoulin. Et 9 Ouais, secondes voilà. sur Thibaut Pinot. Ouais, mais là, Comme quoi, alors, il est j'avoue, capable. un truc, j'avais un petit peu éludé le fait que le premier chrono était vallonné. Donc là, effectivement, c'est un profil qui va qui va niveler les valeurs, quoi, effectivement.
Mais bon, Et en fait, pour le dernier chrono, je suis pas certain non plus parce que ça va jouer beaucoup sur la récup. Et Quintana, on connaît ses capacités de récup, hein, elles sont hors normes. Alors que Dumoulin, on n'en est pas certain, hein. La seule fois où il a fini un grand tour bien, enfin, où il a fini un grand tour bien classé, c'était la Vuelta 2015. Mais bon, pareil, il a fini dans le mal, quoi. Il a perdu la Vuelta sur la dernière étape. Donc on ne sait pas s'il sera capable de tenir vraiment les 3 semaines. Donc au final, on peut avoir des belles surprises aussi, même sur le dernier chrono qui est censé avantager les gros rouleurs. ok, bon, très bien. Bon, moi, dans un coin de ma tête, je garde quand même le fait que Quintana va sans doute avoir 2 voire 3 minutes à rattraper à l'issue des contre-la-montre. Après, je suis totalement d'accord que oui, en montagne, il y a largement moyen qu'il les rattrape. Mais s'il se la joue très attentiste, comme il nous le montre des fois en juillet, et qu'il attend vraiment les 3 dernières étapes pour faire ses efforts, est-ce qu'on pourrait pas avoir un Quintana qui s'y prend trop tard en fait et qui n'arrive pas à combler tout le retard ou à prendre suffisamment d'avance avant le dernier contre-la-montre. Bon, affaire à suivre. Passons peut-être au tenant du titre, Vincenzo Nibali, qui pour l'instant fait pas une saison qui nous rassure tellement. Disons que il n'est pas sur ses grands standings. Peut-être le début de la fin. Hein. Je l'avais annoncé pour Greipel, je vais l'annoncer pour Nibali. Hein. Soyons fous. Donc pour l'instant, Nibali, c'est seulement victorieux du Tour de Croatie, mais bon, face à une concurrence qui se résumait à James Ronson et Jan Hirt, donc c'était pas forcément très significatif. Et 8e du Tour de San Juan. Donc voilà, comme je le disais, Nibali, c'est pour l'instant un petit peu hésitant en cette année 2017. Qu'est-ce que vous en pensez, Johan ? Ouais, moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Nibali, je pense qu'il fera podium si un mec de devant se blesse, on va dire. Mais sinon, je le vois top 5. On sait qu'il a l'habitude de bien gérer ses préparations, qu'il finit toujours par être en forme au bon moment. Mais là, avec sa nouvelle équipe, qui est pas forte du tout, il a vraiment pas rassuré quand même du tout à 2 semaines du départ du Giro. Non, Nibali, je le sens pas cette année, quoi. Il sera régulier dans le top 5, quoi, mais pour moi, il sera pas sur le podium. Surtout qu'en plus, il a pas l'air d'avoir, il a pas une équipe de ouf, quoi. C'est-à-dire qu'il a Pelizzotti, un gros équipier, Siutsu, et à part ça, Agnoli, il y a Javier Moreno aussi, mais bon, il a pas un gros équipier pour l'aider en tout cas, comme pas un lieutenant, quoi, j'ai envie de dire. Médée L'an dernier, il faisait, quand je parlais de la préparation, j'ai regardé les résultats entre temps là. Il fait quand même, il gagne le Tour de Mans, il fait 6ème de Tirreno, il est à l'attaque sur le Tour du Trentin, quoi. Il fait 50ème de Liège-Bastogne-Liège. Cette année, c'est vraiment rien du tout, quoi. Ouais, Tour du Trentin, il était moyen, je pense quand même. Tour du Trentin, j'ai le souvenir qu'il était pas si bien que ça. Je me rappelle. Ouais, mais il était à l'attaque. Il était lâché dans certaines ascensions. Bah après, ça Mais c'est c'est en raccord avec le Nibali, fait que... Nibali, on sait jamais trop en fait. Le fait d'être moyen sur le Tour du Trentin, c'est presque en raccord avec le fait que justement c'est un mec qui gère ses pics de forme et qui était en retard par rapport à d'autres en termes de préparation pour justement tout exploser en 3e semaine. Il fallait, je pense, c'était le signe qu'il était axé sur la 3e semaine. Alors après, est-ce que le fait qu'il galère à battre James Ronson sur le Tour de Croatie, c'est pas aussi un indice que ça va être encore une fois une 3e semaine de feu de Nibali ? Je sais pas ce que vous en pensez, Médée ? Même la dernière semaine, il est pas non plus énorme, hein. C'est juste presque les 3 derniers jours. Oui, mais il a pris l'habitude comme ça depuis qu'il est passé chez Astana de se préparer presque exclusivement sur un ou deux courses dans l'année. L'an dernier c'était le Giro et les JO. Il a failli faire un magnifique doublé. Je sais pas, je pense que c'est quand même quelqu'un qui sait mener sa barque. Il est le leader absolument unique de sa formation. C'est le projet Bahreïn, il a été créé seulement parce qu'il a accepté de l'incarner, donc il n'a pas vraiment le droit à l'erreur. Donc je pense qu'il sera au rendez-vous. Après, pour une fois, il y a une énorme concurrence sur le Giro. Je pense que ça doit être le plus beau plateau du 21e siècle, sans aucune contestation possible. Donc s'il se regarde trop, ça marchera pas. Il est obligé d'être au top dès le départ. Moi, je pense que, sincèrement, la chose qui manquera à Nibali, c'est vraiment un gros lieutenant. Parce que je le vois bien, comme sur les années précédentes, un petit peu limite en début de Giro, et je le vois peut-être perdre du temps sur les premières étapes de montagne. Et je pense que il aurait pu limiter la casse,
Enfin, il pourrait limiter la casse, il avait un vrai bon lieutenant pour l'aider. Et là, c'est le fait d'avoir seulement Moreno, Pelizzotti, Siutsou, c'est pas des foudres de guerre, c'est des équipiers honnêtes. Mais le fait de ne pas avoir un vrai bon équipier pour limiter la casse, je pense qu'il aura un petit peu trop de retard à l'orée de la 3e semaine pour vraiment espérer jouer la gagne. Et je pense qu'effectivement, comme Johan, moi je le vois sur le podium maxi, quoi. Ouais, moi je suis d'accord, mais je pense que, en tout cas, c'est bien qu'il soit là, parce qu'en tout cas, s'il y a bien un coureur qui peut faire bouger les choses, c'est clairement Nibali, parce que de toute façon, il a rien à perdre. Comme l'a dit Médé, un podium pour lui, ça représentera rien, donc au moins, on est sûr qu'il va essayer de tenter des trucs. Alors bon, est-ce que ça va marcher après, on sait pas, mais ouais, au moins, il essaiera de décanter la course, quoi. Et un autre coureur qui est très offensif, c'est le français, c'est Thibaut Pinot, donc un petit peu le chouchou, presque du compéto, puisque maintenant que Bardet se fait taillader la tronche, et maintenant c'est lui qu'on supporte. Donc Thibaut Pinot, pour l'instant, 3e de la Ruta del Sol, 3e du Tirreno, 2e du Tour des Alpes, ça monte en puissance, vous remarquez, 3e, 2e, peut-être 1er du Giro, c'est vous qui allez me le dire. Est-ce que vous pensez que Pinot peut gagner un Giro où il a face à Louis, oui, je parle très bizarre, Quintana, Nibali, voire même d'autres coureurs dont on va parler juste après. Est-ce que vous pensez qu'il peut gagner un premier grand tour sur ce Giro ? Bah, c'est quand même pas de chance pour lui parce que je suis persuadé qu'il voulait aller sur le Giro en se disant il y aura un plateau moins important. Manque de bol, là le plateau il est encore plus relevé que sur le Tour, donc c'est dur de l'imaginer gagner parce que il y a la double présence de Nibali et Quintana. Si on avait qu'un seul des deux, on pourrait tout à fait se dire que qu'il est capable de le battre, ou alors que avec un pépin, Pinot serait le plus fort de tous ceux derrière. Mais là, que les deux se loupent en même temps, honnêtement, j'ai du mal à y croire. Après, clairement, je pense que c'est quelqu'un qui va pas se louper parce qu'il est à la fois bon en chrono, bon en montagne, bon en placement, il a une bonne équipe. Il a aucune raison de se louper, aucune faiblesse vraiment apparente. Ouais, il avait aucune raison de se louper sur le dernier Tour de France non plus. Hein. Il avait un virus. Ok. Ça se voyait déjà que sur le dernier Dauphiné, il avait été un peu plus dans le mal. Ça laissait rien présager dedans. Ok, vous voyez Pinot jouer avec les meilleurs. D'ailleurs, sincèrement, tu viens de dire que il a pas de chance d'être face à Quintana et Nibali. Je pense que Nibali, pour Pinot, c'est prenable, hein, sincèrement, vu le niveau qu'il a atteint. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Mais moi, je pense pas qu'il puisse gagner, tout simplement parce qu'il y a Quintana en fait. Je le vois pas le battre. Par contre, je pense que sur l'ensemble du Giro, il peut vraiment aller gratter des places au fur et à mesure et aller chercher le podium. Peut-être qu'au début, il sera peut-être pas dans les meilleurs parce que peut-être il peut se faire passer devant par Thomas ou des mecs comme ça. Mais sur la durée, je pense qu'il a quand même une bonne endurance. Il a déjà montré par le passé, genre sur le Tour 2014 par exemple. Après, pour Pinot, ce qu'il faudra éviter, c'est les jours sans. Des fois, il est un peu sujet aux jours sans, j'ai l'impression. Et il faudra être capable de limiter la casse ces jours-là. Et c'est là que Reichenbach va être important. Ok. Johan, ton avis sur Thibaut Pinot ? Alors moi, je l'avais annoncé en fin de mon premier ou deuxième podcast. Pour moi, Pinot vainqueur du Giro cette année. Ah. Pour moi, il a vraiment bien mené sa barque et il monte en puissance. Là où c'est intéressant, c'est qu'il est, on voit qu'il n'est pas encore au top de sa forme, qu'il est un peu en gestion et qui fait vraiment pas d'efforts superflus dans les premières courses qu'il a fait cette année. Mais quand même, il arrive à augmenter son niveau de base et à jouer avec les meilleurs. Et ouais, pour moi, il a tout ce qu'il faut pour remporter le Giro. Il est bon contre la montre. En plus, il est un peu tombé malade au début d'année, du coup, il doit être immunisé contre le virus maintenant. Donc, pour moi, Pinot vainqueur du Giro, il croit. Effectivement. Sincèrement, s'il y en a un qui peut tenir Quintana en montagne, moi je pense que c'est Pinot, avec peut-être Landa dont on va parler derrière. Moi, c'est les deux que je vois à la rigueur capables de tenir le Colombien vraiment en haute montagne. Même si je me demande, est-ce que le côté diesel de Pinot peut lui porter préjudice et sur certaines étapes, notamment des courses de côte, ça peut pas l'handicaper et lui faire perdre un petit peu de temps. Je sais pas ce que vous en pensez. Non, je pense, parce que pour moi, les courses de côte justement qui sont défavorables à Pinot, ça pourrait être peut-être c'est le tout début de l'Etna et du Blocos, quoi. Et là, on a dit que ça n'aurait pas fighté trop rapidement dès le pied. Donc je pense que Pinot aura bien le temps de se mettre dans le rythme de la course de côte, quoi. Et après, il y a aussi la 20e étape et la 14e, je crois. Il y a pas que de première semaine. Mais il sera au top de sa formation là.
Ce qu'il perdra en montagne sur Nibali, Quintana et Landa, il est tout à fait capable de le reprendre en contre-la-montre. Et c'est là une force qu'on n'avait pas chez les Français avant, c'est qu'enfin on en a un qui est super bon en contre-la-montre. Il a passé un énorme cap depuis l'an dernier. Et parmi tous les favoris, à part quelques rouleurs style Dumoulin et Denis ou Thomas, où on a vraiment des doutes sur leur capacité à performer en montagne, parmi tous ceux dont on est sûr de leur niveau en montagne, c'est Pinot le meilleur. Ouais. C'est peut-être le meilleur en contre-la-montre parmi les crédibles. Ouais. Parmi les mecs qui sont sûrs. Oh Il va oui, faire une bonne place en tout cas. J'oublie peut-être juste Zakharine. oui. Ouais, mais Zakharine, c'est pareil, c'est un mec. On Il va en donne pas reparler, on en reparlera de il Zakharine. donne pas mais non. oui. Ouais. Pour Il donne pas l'instant, non plus pour moi de grosse assurance pour moi. c'est parti du deuxième rideau, disons. Voilà. Ouais. Ok. Après, Et- Pinot, il y a toujours les descentes quand même. Bon, surtout l'étape, moi je me méfie surtout de l'étape du Stelvio, qui finit en descente par la descente du Stelvio, justement, qui est pas facile. Donc, et surtout, je me méfie de la descente du Stelvio côté Prato, là, avec les 48 virages. Et Pinot, il aime pas les descentes techniques, donc si le jour-là il pleut, j'ai peur que ce soit un peu difficile pour lui. Donc, peut-être ça. Mais- Ça peut pas l'aider. Il y a Reichenbach qui pourra l'aider dans la descente, hein. C'est vrai qu'ils sont pas vernis. Mais... là, il faudrait essayer d'envoyer un mec dans l'échappée, genre Roi, ou pour au cas où. Ça peut être pas mal. Effectivement. Ok, des choses à rajouter sur Pinot, peut-être sur son équipe, parce qu'on a parlé de Reichenbach, mais après il y a aussi Mollard, dont on avait parlé sur le dernier podcast, qui avait fait une top 10 sur la Flèche Wallonne et qui était plutôt bon sur le Tour du Pays Basque, qui fait une très bonne saison, Eddy Mollard. Morabito aussi, qui quand il veut, il peut être très très bon équipier. Et même Tobias Ludvigsson, qui est un espèce de mastodonte qui arrive à passer la montagne, mine de rien. Bon, même si ça reste largement inférieur à la Sky, sans doute à la Movistar, ça reste quand même supérieur à la Bahreïn de Nibali. Comment vous la voyez cette équipe, ces coureurs autour de Pinot? Parce qu'on sait que Reichenbach, ça peut être justement ce fameux lieutenant qui manque peut-être, comme on l'évoquait à Nibali. Ouais, son équipe, elle est très bonne, c'est sûr. Hein. Reichenbach, c'est un excellent lieutenant. On l'a vu sur Tirreno, notamment sur l'étape de Fermo où il emmène Pinot jusqu'au bout. C'était impressionnant. Après, au niveau des autres, c'est des équipiers. Ludvigsen, il est impressionnant depuis le début de l'année. Et Morabito, pareil, c'est une valeur sûre. Donc, non, il pourra compter sur une bonne équipe, je pense, Pinot. Il y a pas de C'est une équipe qui est équilibrée. Ouais. Elle est très bien construite. Il y a vraiment des équipiers pour chaque partie du Giro. Il n'y a rien qui est au hasard. Et ça, c'est une approche qui est très très professionnelle, qu'on ne retrouvait pas forcément avant à la FDJ. Tellement rien est laissé au hasard que Simolai se fait virer. Hein. Donc c'est vous dire, ils ont vraiment tout Non, mais misé je sur pense. Pinot. Oui, non, mais oui, voilà, c'est une décision qui a été prise pour vraiment dire qu'il y a tout qui est misé sur Pinot. Après, est-ce que le fait de virer Simolai, qui pourrait être en fait le mec qui pourrait faire des top 3, faire des podiums, des top 5 sur les sprints, ça pourrait peut-être enlever de la pression à Pinot. Et au Giro de la FDJ, là, ils l'ont enlevé, ils ont décidé, on met tout sur Pinot. Est-ce que ça peut pas être trop lourd sur ses épaules, même si c'est quand même, là, j'ai envie de dire que il a l'habitude d'être un leader depuis plusieurs saisons maintenant, mais est-ce que vous pensez que la pression peut l'atteindre à Pinot, Médé? Non, sur le Giro, je pense pas, parce que c'est le Giro, justement. S'il voulait le courir, c'est parce qu'il sait qu'il aura moins de pression, que la seule pression qu'on lui mettra, c'est celle assez bienveillante de son équipe. Et puis de toute façon, au pire, il y a Reichenbach derrière. Honnêtement, je vois pas comment il aurait mieux préparé les choses. Ça me paraît. Enfin, ils ont tout bien fait. Après, ça veut pas dire que ça va gagner, mais voilà. S'il le fait pas là, il le fera jamais. Je suis d'accord. Ok. Bon, parce que je suis pas intervenu sur son équipe, mais la dernière chose qui montre le professionnalisme aussi, c'est c'est le même groupe qui court ensemble depuis le début de l'année. Donc ils ont l'habitude maintenant, ils ont sûrement acquis des automatismes sur les courses précédentes, savoir quand est-ce qu'il faut remonter, des signes qui peuvent se faire passer plus facilement et se comprendre plus facilement. Ouais, quels équipiers on ça repose aussi, quel jour. c'est vachement intéressant. Ouais, effectivement, ouais. Bon, mais on va pouvoir passer aux autres coureurs. Alors là, je vous propose des choses assez particulières. La paire de chez Sky, entre Thomas et Landa. Alors, Thomas, c'est un très bon début de saison, c'est 5e du Tirreno et surtout vainqueur du Tour des Alpes, qui est traditionnellement la course de préparation du Giro. Donc là, il a posé sa marque en la gagnant. Landa, lui, il est plus en retrait. C'est 6e de la Ruta del Sol et 5e du Tour des Alpes.
Mais ce qui est assez impressionnant avec moi, ce que j'ai trouvé assez impressionnant avec Landa, c'est qu'au fur et à mesure des jours sur le Tour des Alpes, on a l'impression qu'il était de plus en plus fort. Et sincèrement, moi je vous livre mon sentiment, j'ai l'impression que Landa, ça va être le mec qui va tout faire exploser sur le Giro. Je sens qu'il va être dans la forme de sa vie, dans celle qu'il avait en 2014 ou 2015 quand il s'est révélé. Ouais, 2015, 2015, ouais. sur le Giro. J'ai l'impression que voilà, on va retrouver le Landa qui voltige. Je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, j'ai l'impression qu'il est vraiment en mode, il monte en pression et il va tout faire exploser. Je sais pas ce que vous pensez. Et est-ce que Thomas arrivera à tenir 3 semaines? C'est aussi la grande inconnue du côté de la Sky. Johan, je sais que tu as un avis sur Thomas. Moi je suis tout à fait d'accord avec toi. Landa, pour moi, c'est comme Pinot, il a très bien géré son affaire. Il monte progressivement en puissance. Il s'est habitué il a modifié des choses par rapport à la première année chez Sky qui n'a pas marché pour lui. Donc pour moi, ouais, Landa, c'est un des favoris. Pour moi, c'est podium aussi. Mon podium, ça va être Pinot, Quintana, Landa pour moi. J'espère juste que Landa va pas l'arbiner pour Geraint Thomas au départ et qu'il va pas perdre trop de temps sur les chronos. Parce que Thomas, oui, pour moi, c'est justement le contraire. Il est en forme très tôt. Il a du mal à enchaîner les efforts comme il a quand même un problème de récupération à la fin. Donc pour moi, Thomas, il va exploser en troisième semaine. Il sera peut-être top 5 avant la troisième semaine et il explosera en troisième semaine. D'accord, ouais. Effectivement, Landa, attention sur les chronos, hein, parce que c'est vrai que c'est sa grosse faiblesse. Là il pourrait prendre très cher. Mais après, sur la crainte qu'il arbine pour Thomas, j'ai quand même l'impression que du côté de la Sky, on aborde le Giro vraiment avec 2 leaders. Hein. Ils sont vraiment, ils ont le même statut, je pense. Hein. Sincèrement, ça a l'air de se faire comme ça. Même si dans les médias, j'ai l'impression que les mecs qui encadrent l'équipe disent oui, on va faire gagner le Giro à Thomas. Ils laissent un petit peu Landa dans l'ombre, mais j'ai quand même l'impression que dans les faits, ils sont à peu près sur le pied d'égalité. Je suis pas sûr que, par exemple, si Thomas est en difficulté, il sacrifie Landa. C'est clair et net qu'ils vont le laisser, s'il a les possibilités de suivre les meilleurs, il suivra les meilleurs et ils vont le laisser en liberté, quoi. Même mieux que suivre, je pense. Quand tu dis qu'ils insistent sur le fait que c'est Thomas le leader, peut-être qu'il en profitera Landa, comme il avait fait quand il était avec Haru en 2015, sur les premières arrivées au sommet, que Landa va un peu attaquer et puis les gens sont peut-être un peu plus concentrés sur Geraint Thomas. Il pourra peut-être récupérer 10-15 secondes comme ça au début du Giro. Moi, je suis d'accord dans le fait que Landa peut jouer un rôle, mais je pense qu'en fait, Landa, c'est un peu le genre de mec qui est plus fait pour être équipier que leader. Parce que j'ai l'impression que jusque-là, à chaque fois qu'on lui a confié les clés du leadership, il n'a pas vraiment répondu présent. Alors, à part sur le Tour du Trentin l'année dernière, où il était bon. Mais j'ai l'impression qu'il se porte mieux quand même quand il a un leader à ses côtés. Et je me dis que tant que Thomas sera dans la course, je le vois bien rester aussi dans la course. Et si Thomas craque, est-ce qu'il résistera à la pression aussi, lui? C'est moins sûr. Alors je mettrai qu'un bémol sur Landa et j'en mettrai aussi un sur Thomas, à cause c'est pareil, on ne connaît pas ses qualités de récupération. Donc c'est un duo intéressant parce qu'on sait qu'on est sûr de aucun des deux. Mais vu les watts qu'ils sont capables de développer, on se dit que les deux peuvent aller chercher le podium. Donc ouais, ce serait intéressant à suivre. Est-ce que c'est pas la situation parfaite pour Landa, justement, le fait que dans les médias, etc., tout le monde présente Thomas comme le leader de la Sky? Le fait justement que, comme tu dises, il n'est pas forcément résistant à la pression. Là, justement, la pression, elle n'est pas sur lui. C'est peut-être une bonne chose, finalement, ce co-leader. Ouais, c'est pour ça que je pense qu'il sera présent. Et moi, Thomas, j'ai des gros doutes, non pas sur ses capacités de récupération, mais sur des étapes dantesques où il y a 3 cols dans la journée. Je sais pas si vraiment, quand il y aura des enchaînements, on sait qu'il est très fort sur les courses de côte, mais je suis pas sûr que lorsque ça bouge d'assez loin de la ligne et lorsqu'on a 3 cols dans la journée, je suis pas sûr que je le vois exploser en plein vol sur à un moment donné au milieu du Giro. Je le vois vraiment comme un popcorn, tel un grand Van Garderen. Je le vois complètement vraiment exploser. Donc je suis même pas sûr de le voir dans le top 10 au final, moi, très sincèrement, Thomas. Médée, Ouais, moi je voulais juste te dire que en fait ce duo-là me faisait penser au duo Froome et Wiggins sur le Tour de France 2012. En gros, on a d'un côté l'ancien pistard, très fort en contre-la-montre, qui s'est un peu révélé en montagne, qui a décidé de faire un régime, qui s'accorde plus de folie, qui s'achète plus de petits macrons à la durée, et du coup, qui en plus est britannique, ce qui ne gâche rien, et qui est propulsé leader par son équipe, qui veut le voir gagner le Tour d'Italie. De l'autre côté, on a l'étranger. Froome, il est plutôt kényan à la base. Là, ici, c'est Landa, qui s'est révélé un peu sur le tard. Landa, c'était il y a 2 ans. Froome, c'était sur la Volta juste avant.
Et l'équipier arrive en lieutenant pour son leader et va essayer de l'accompagner le plus longtemps possible en montagne, tandis que le leader va essayer de faire la différence sur le contre-la-montre. Pour moi, c'est exactement la même chose. Est-ce que ce sera la même issue? Je sais pas. La même issue, je pense pas quand même. Ouais, parce que faire 1 et 2, là... Mais surtout que le truc, c'est que Wiggins et Froome en 2012, c'était les 2 meilleurs en montagne et les 2 meilleurs en contre-la-montre. Non, Donc, en montagne, Wiggins, c'était pas le deuxième meilleur. Ouais, allez, bon, franchement, il était au même niveau que Nibali. En montagne. Ouais, sincèrement, il était pas très loin. Il était moins bon que Froome, mais c'était deuxième ex-aequo, quoi. Pinot Ah, était derrière Pinot, presque j'avoue, au-dessus de Wiggins à l'époque. Non, mais peut-être pas non plus, parce que Wiggins était vraiment régulier, alors que Pinot Et il y perdait du temps sur cette étape. Il y avait un sacré plateau de merde quand même à l'époque. Oui. Vandenbroek, Après, 4e. en plus, Landa. Oui, voilà, Vandenbroek Ouais. 4e. Faut remettre un peu les choses en perspective. Il était bon à l'époque. Zubeldia 6ème, s'il vous plaît. Ah, l'homme fantôme. On le voit pas de 3 semaines, il est dans le top 10 à la fin. Moi, Il le sera peut-être sur le Giro. Ah, je l'ai même pas noté, tiens, Zubeldia. Il est là ou quoi? Vous rigolez ou quoi? Non, je pense pas que c'était une blague. Non, il y est pas. Confirmation. Ouais, donc ben voilà, des choses à rajouter sur la machine Sky? Parce qu'en plus, alors par contre, on parlait des Sky tout à l'heure quand on évoquait les équipes, parce qu'on disait que personne n'a une meilleure effectif que Sky, qui a 2 leaders, et qui peut se permettre d'avoir en plus Rosa, d'avoir Sébastien Henao, c'est pas le bon Henao, mais bon, celui-là il grimpe pas trop mal. Il est bon quand même. Ouais. Oui, Très voilà. bon, quand même. Ils ont quand même Rosa en énorme équipier. Bon, après, Kirienka pour rouler, c'est costaud aussi. Henao, Deignan. Bon, après, on reste sur des équipiers de standing un peu plus Il y a la French Touch. limités. Voilà. Ouais, Et Elisande. voilà, le Hobbit, Kenny Elissonde. Ouais. Donc voilà, quand même, très gros collectif. Même si Rosa en très haute montagne, est-ce que vous voyez vraiment être aussi fort que peut l'être certains équipiers Sky qui emmènent leur leader jusqu'au sommet? Parce que Rosa, on sait que c'est un très très bon puncher, mais en très haute montagne, j'ai pas souvenir de l'avoir vu vraiment être étincelant plus que ça, quoi. L'année dernière, il fait partie Vas-y. Il fait partie des 10 énigmes qu'on retrouve dans l'effectif de la Sky. Hein. Des coureurs comme ça, dont on sait pas trop ce qu'ils valent. Il y en a plein chez eux. C'est pas une Enfin, on va voir. Je pense qu'il est plus coureur de classique quand même, mais on a vu l'année dernière sur le Tour que c'était sur le Grand Colombier, je crois, et aussi l'étape où Bardet gagne là, dans la dernière ascension, où il avait fait des gros trains bien vénères quand même avec Astana. Donc en tant qu'équipier, il est capable d'être précieux quand même, je pense. D'accord, ok. Très bien. Eh bien, passons à un nouveau candidat à la victoire finale. Celui qui était peut-être vainqueur moral du Giro 2016, puisque c'est Steven Kruijswijk, alias Le Cintre, comme on l'appelle, qui malheureusement chute en 3e semaine et qui perd pas mal de temps et qui finalement termine... Alors, il termine combien exactement? 4e, il me semble, ou quelque chose comme ça? Ouais, 4e, ouais. Voilà. Cette année... 8e du Tour de Valence, 7e du Tour de Catalogne. Rien ne devient transcendant, mais j'ai envie de vous dire que Kruijswijk, c'est le type qui est le plus... Il a les pics de forme les plus réduits du monde, parce que j'ai l'impression qu'il peut être monstrueux sur une course et un mois plus tard, transparent. Donc moi, je regarde son palmarès sur l'année 2017, mais en fait, je trouve pas ça inquiétant, parce que je trouve ça c'est totalement normal à ce qu'il fait lorsqu'il fait ses très bons Giro. C'est-à-dire qu'il est transparent sur le début de saison et puis il fait un très bon Giro. Et Donc, c'est même un peu mieux. Oui, voilà. Ouais. Qu'est-ce que vous pensez du leader de la Lotto Jumbo, Johan? Moi, j'ai pas trop très objectif. J'ai un petit faible pour les Néerlandais de la Lotto Jumbo. Non, c'est vrai? Non, je te jure. Pour moi, il a la bagarre pour le podium. Kruijswijk, il m'avait impressionné l'an dernier. La petite interrogation que je mets, c'est la boîte qui s'est pris hier sur le... Enfin, hier, je sais pas quand on enregistrera le podcast, mais qui s'est pris sur la première étape du Tour du Yorkshire, dont on n'a pas eu trop de nouvelles depuis. Donc, est-ce que c'est juste anodin ou est-ce que c'est un truc qui va l'handicaper pour sa préparation finale? Voilà. Mais Kruijswijk, j'y crois et j'espère. Bon, après, pour moi, l'inconnu de Kruijswijk, c'est que il peut être monstrueux sur une course, comme il peut rien y faire du tout. Bon, même si là, visiblement, il aborde ça en tant que leader et avec un vrai objectif dessus. Kruijswijk, il fait partie personnellement, je trouve qu'il fait partie de ces coureurs qui peut complètement passer à travers un objectif. Donc, c'est un petit peu un Vanguard Run bis, j'ai envie de dire, le Kruijswijk, capable du meilleur comme du pire, mais c'est dans le pire qu'il est le meilleur. Donc voilà, et ces dernières saisons sont là pour nous le montrer, parce que quand même il a fait des saisons quasi blanches où il gagne l'Arctic Race comme seul fait d'armes.
c'est vraiment, il est pas du tout constant le Kruijswijk. Je sais pas ce que vous en Non. pensez. Je suis d'accord, mais après, le Giro, c'est sa course quand même. Ça fait 2 ans, même peut-être plus, qu'il est présent. Ouais, parce qu'il fait 4ème et moi, l'année d'avant, il fait 8ème, je crois. Ouais, il fait 8ème, ouais. Donc, surtout que l'année dernière, bon, c'était quand même très très costaud. Hein. Sans cette chute, je pense qu'il gagne assez tranquillement. Donc, je pense qu'il sera là quand même. Après, de là être au niveau de Quintana, je suis pas certain quand même. Mais je pense que ce sera un bon candidat pour le podium. Ouais. Ok. Médée, ton avis? Bah, Kruijswijk, ça fait partie des 5, 6 outsiders dont leur prestation, ça va simplement dépendre de leur état de forme. Ils sont tous capables d'accrocher le podium. Ils sont tous capables d'avoir un excellent niveau en montagne. Simplement, c'est comment dire, c'est vraiment pas des assurances tout risque. Tous autant qu'ils sont, que ce soit Dumoulin, Yates, Kruijswijk, Pozzo Vivo, le Jungels, Denis, Van Garderen, c'est tous des mecs où on se dit oui mais à chaque fois. Bah là encore, Kruijswijk c'est oui mais. D'accord. Bon, conclusion pour Kruijswijk, c'est un simple oui ou non que je vous demande. Est-ce que le Kruijswijk de l'année dernière, donc à son top niveau qu'on a vu de toute sa carrière, est-ce que le Kruijswijk de l'année dernière gagne ce Giro vu la concurrence face à Quintana, face à Pinot? Oui, non, Johan? Non, je pense pas. Arnaud? Non, je pense Sur la qu'il fait- il déception, fait- il fait- non, je pense qu'il fait 2ème derrière Quintana, je pense. Ok. Et Médée? Je pense que je suis même pas sûr qu'il soit sur le podium parce que la concurrence dans l'an dernier était quand même bien faible. Mais je suis d'accord avec Médée, c'est ça. Je pense qu'il sera meilleur que l'an dernier, mais est-ce que ça suffira? Tu vois, avec S'il est meilleur que l'an dernier, c'est costaud quand même. Hein. Ouais, Ouais, j'avoue, je sais. L'année dernière, il était très très fort. Hein. Il met une belle cartouche à tout le monde sur le chrono en côte là. Bon, à part à Folifora, mais bon, Folifora, voilà. Et après, sur toutes les étapes de montagne, il se fait jamais lâcher. Et puis bon, voilà, il y a la chute qui arrive, mais moi je le trouvais vraiment très très fort. Hein. clairement. Ouais, mais il est très fort, c'est pour ça. Bon, ben réponse dans les Pour ça, semaines qui arrivent. Je vais pas le mettre sur le podium parce que j'ai peur que je sois pas objectif, mais si j'écoutais mon cœur, pour moi, Kruijswijk il gagne le Giro cette année. Mais Bah, s'il a le même niveau que l'année dernière, moi je le vois clairement 2ème. Ouais. Oui, mais le problème, c'est qu'avec Kruijswijk, on sait jamais s'il Ouais, c'est ça, s'il retrouve c'est son ça. niveau, quoi. C'est ça le problème. Ah, c'est ça. Passons à un autre Hollandais, quelqu'un qui débarque un petit peu sur les grands tours. Bon, même s'il a fait une Vuelta très très bonne où il s'est justement révélé en montagne, c'est Tom Dumoulin. Mais depuis, ça lui a donné un petit peu des idées et il s'est dit, et si je me mettais à grimper et à pourquoi pas viser le classement général d'un grand tour. Et là, c'est le premier grand tour qui va faire vraiment une optique de viser le général. Donc Tom Dumoulin, pour l'instant, c'est 3e du Tour d'Abu Dhabi, 5e des Strade Bianche, 6e du Tirreno. C'est donc un début de saison plutôt pas trop mauvais, mais bon, et pas non plus étincelant. Mais c'est surtout un néophyte, un petit peu à la manière d'un Thomas, sur les grands tours. Donc est-ce que vous pensez que ça peut vraiment faire des étincelles? Est-ce que vous pensez que la mayonnaise peut prendre? Et est-ce que ça peut être un candidat au podium, voire plus, Médée? Oui, clairement, s'il y a un gros danger à cerner et à essayer de distancer le plus vite possible, pour moi, c'est Dumoulin. C'est vraiment le mec qui peut mettre 5 minutes à quasi tout le monde sur les deux chronos réunis. C'est le mec qui peut, en gros, après le premier chrono, avoir relégué tous ses adversaires à 2-3 minutes au général. Et qui, en plus, a le dernier chrono en réserve, comme atout dans sa manche. C'est vraiment... la présence de Dumoulin doit forcer tout le monde à durcir la course très vite. Et s'ils le font pas, ils pourraient bien les manger tous. Après, comment dire, c'est pas un coureur sur lequel on peut miser avec certitude, ça c'est certain. Mais voilà, c'est un épouvantail. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il va peut-être avoir des difficultés aussi lorsqu'on aura des gros pourcentages, parce qu'on sait que c'est quand même c'est une sacrée... Il est plus lourd, je pense, que la plupart de ses concurrents. Donc du coup, sur des grosses pentes, il pourrait peut-être avoir quelques difficultés. Je suis pas certain. Ah ouais? pas Je suis pas certain. Non, je suis pas certain parce que quand on regarde la Vuelta 2015, il faut se rappeler qu'il bat quand même. Il y a une arrivée au sommet où il bat Froome sur des pourcentages très très durs. Hein. Et je crois que d'ailleurs ça avait étonné tout le monde, mais je me rappelle cette victoire. Ouais, je suis pas sûr qu'il est. Je pense qu'il est capable de passer les gros pourcentages. Après, c'était court, mais après, il y a en fait les gros pourcentages, il y en a pas vraiment en fait sur ce Giro. Donc c'est beaucoup des montées longues et du 7-8%, 8-9%. Oui. Donc je pense que c'est quand même quelque chose, des profils qui lui correspondent en général. Hein.
C'est vrai que le parcours cette année ne comporte pas, disons, des étapes avec des cols, avec genre le zone Colan ou ce genre de choses, effectivement. Non, ouais, voilà. Bon, après, Dumoulin a toujours été un bon puncher. Il y a peut-être ça aussi qui a joué sur sa victoire avec Oui, ouais, c'est ça. Froome. Voilà. Après, c'est sûr que sur un zone Colan, ouais, ou un Mortirolo, ce serait peut-être une autre paire de manches, mais bon, là, il n'y a pas, donc voilà. Johan, ton avis? Moi, je suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, pour moi, la Vuelta 2015, j'avais adoré ce qu'il avait fait là-bas. J'étais déçu qu'il perde au final. Mais c'est un trompe-l'œil, quoi. Ça avait été une sous-course, enfin la Vuelta 2015, et du coup, il y a des mecs comme Arou ou Dumoulin qui sont toujours, qui sont surestimés maintenant. Pour moi, Dumoulin, Médé dit qu'il peut être le gros mec à surveiller. Dumoulin, pour moi, il va faire peut-être même pas un top 15, un top 10, non, et top 15, je sais pas. S'il craque une fois, il va craquer tout le temps après. Je le vois pas supporter l'enchaînement d'école. Il sera là pendant les 10 premiers jours, là où il y a des courses de côte, quoi. Et non, pour moi, Dumoulin, c'est comme Thomas, je le vois pas du tout devant au final. Moi, je croirais plus en Thomas, en Dumoulin qu'en Thomas, quand même. Parce que, par exemple, c'est vrai que sur la Vuelta 2015, bon, t'as dit, le niveau était pas excellent, mais sur l'étape, c'était l'étape 11, je crois, il y avait c'était l'étape tracée par Purito, là, il y avait 11 cols, là, 5 cols, pardon, en dehors. Il avait perdu que 2 minutes, je crois, sur Haru, sur une étape quand même monstrueuse. Donc je pense que même les étapes avec des gros enchaînements de cols, il est quand même capable de limiter la casse. Alors, Johan, je partage ton combat concernant Haru et la Volta 2015. Merci. Néanmoins, je pense que tu te trompes sur ton analyse de Dumoulin parce que t'as peut-être pas fait assez attention aux résultats du Tour de France 2016, mais il met une claque à tout le monde sur le chrono. Qui était un chrono très vallonné, il remporte son étape de montagne de manière assez incroyable quand même. C'est assez épique ce qu'il fait. Je pense que c'est un garçon qui a peu de faiblesse et qui est capable de limiter la casse de manière assez incroyable avec sa volonté. Enfin, c'est vraiment, pour moi, il va falloir aller se lever très très tôt pour le faire craquer. Après, toutes les équipes en sont capables, mais est-ce qu'elles le feront? Est-ce qu'elles se rendront compte assez tôt du danger qu'il représente? Je suis pas sûr. Moi, je suis objection, parce que là, la Vuelta 2015, tu dis qu'il a supporté l'enchaînement, mais en même Non, temps, j'ai pas dit ça. Moi, je t'ai dit, je pense que cette Vuelta aussi est un trompe-l'œil. En revanche, le Tour 2016, c'est pas un trompe-l'œil. Et ce qu'il fait, c'est vraiment impressionnant. Sur le chrono, d'abord, et sur l'étape d'Andorre aussi. Ouais, en tout cas, sur la Volta, personne n'attaquait, c'est pour ça qu'il tenait. Et sur le Tour... Et je t'ai pas parlé de la Volta. Non, Arnaud, mais je dois répondre aux deux en même temps. Donc, sur la Volta, bref, et sur le Tour, donc déjà, avec qualité de chrono, il a dit qu'il les a un peu sacrifiés cette année pour progresser en montagne, donc ce sera pas autant dominateur. Ça se perd pas. Regarde Wiggins qui travaille la montagne, il mettait quand même des claques à tout le monde en chrono. Oui, mais il sera pas autant dominateur, il ne mettra pas 5 minutes, quoi. Et l'étape d'Arcalis, il gagne aussi avec des conditions particulières. C'est un échappé, c'est un peu une étape pour un 4x4, moi je dirais. C'est pas. C'est Arcalis, quoi. Voilà, c'est Arcalis, il y avait un énorme orage, il y avait eu canicule, enfin c'était. Il fallait vraiment des conditions dantesques, et qui était là, c'était Tom Dumoulin. Ouais. Mais sur le Giro, ça attaque plus que sur la Volta. Et sur le Giro, il va faire froid cette année. Enfin, je sais pas si t'as vu encore les conditions qu'on a là en Romandie. C'est de la neige partout. Oui, s'ils annulent tous les cols à 2000 mètres, forcément, il va tenir Dumoulin, mais... C'est même pas forcément ça, je te parle surtout du froid par rapport à des petits grimpeurs qui sont très secs. Je sais pas, là, je pense à Thomas, même si c'est peut-être pas forcément le bon exemple. Mais peut-être plutôt un Jungels, par exemple. Ah oui, lui aussi, je le vois exploser. Ouais, lui, je le vois exploser. Je sais pas, il y a des grimpeurs secs, il y en a beaucoup dans le peloton. Et avec de telles conditions, je pense que Dumoulin, il va résister. Oui. Ok, bon ben, des visions qui s'affrontent là, hein. Visiblement vous êtes pas du tout d'accord. Après, en faveur de Dumoulin, quand on parlait d'enchaînement, on a donné l'exemple de la Volta qui était effectivement pas parlant pour Johan. Moi, je reviendrai plutôt à il y a 2-3 ans où il était, ou même un petit peu plus récemment, mais il y a 2-3 ans, il était très fort sur les classiques, notamment au Canada où il avait réussi à jouer les premiers rôles sur des classiques qui sont
plus de 200 km. Enfin, disons que voilà, c'est des classiques avec pas mal de dénivelé. Et même sur des classiques un peu plus huppés, sur les Ardennaises, il est jamais leader de son équipe, mais il termine toujours aux alentours de 20-30e. Il est souvent très proche de la tête. Je pense qu'il a la capacité d'encaisser justement ces grosses étapes avec des enchaînements de col mieux qu'un Thomas. Hein. Je rejoins un petit peu Arnaud sur ça. Hein. Mais bon. Moi, je pense que Dumoulin, je le vois finir entre 5 et 10. Je pense qu'il gagnera du temps sur les chronos, mais il en perdra un peu sur toutes les étapes de montagne, je pense. Je ne vois pas lui tenir la roue des Quintana Pinot. Ok. Voilà. Passons à un autre duo, une autre paire, qui a le potentiel d'être un des gros fails, peut-être de ce Giro. C'est la paire de chez BMC, Van Garderen de Nice. Alors, Van Garderen, réputé pour exploser de façon comme ça, de temps en temps. De Nice, qui a annoncé au début de l'année qu'il visait le général du Giro. Moi, j'avoue, je me suis de suite moqué et foutu de sa gueule. Mais bon, depuis, il a fait deuxième d'un Tirreno. Du coup, on va voir. Mais bon, voilà. On ne sait pas trop ce qu'il valent. Enfin, de Nice, on ne sait pas trop ce qu'il vaut en très haute montagne. Van Garderen, on sait ce qu'il vaut, mais on sait aussi qu'il est capable d'exploser. Donc, alors, Van Garderen, pour l'instant, en 2017, c'est 5e du Tour de Catalogne, mais il faut se souvenir qu'il a abordé l'étape Rennes en étant premier avec une large avance au général et qu'il a craqué sur cette étape et qui fait que 5e au final. Donc ça a l'air d'être une bonne place sur le papier, mais dans les faits, ça reste quand même un petit échec pour lui. Et Denis, par contre, lui, très bon depuis le début de saison, 6e du Tour Down Under, premier du très huppé Tour de Provence, 2e du Tirreno, et il vient de gagner une étape du Tour des Alpes, même si c'était une étape qu'il a gagnée dans un sprint assez improbable entre grimpeurs, avec un peloton assez garni encore. Donc qu'est-ce que vous pensez de ces deux coureurs de la BMC, de l'américain et de l'australien Arnaud, je te laisse commencer. Alors moi je pense que ça va être un énorme flop pour les deux. J'y crois pas d'une seule seconde, et je pense même que Hermans peut finir premier de l'équipe au général. TGV, Van Garderen, je pense qu'il va forcément péter une gyrite à un moment. De toute façon on l'a vu, il a plus les watts d'avant. Sur le Tour de Catalogne, je pensais qu'il pouvait peut-être résister, mais finalement sur l'état de montagne, il a pris un tir. Et donc lui, je pense que je crois pas une seule seconde. Et Denis, c'est pareil. Denis, il a fait deuxième du Tirreno, mais d'une part parce qu'il a profité des deux contre-la-montre, donc contre-la-montre par équipe et contre-la-montre individuelle qui remporte. Mais sur l'état de montagne, il prend quand même plus d'une minute, je crois, par Quintana. Et autour du Trentin, on a vu que rien que sur l'étape que Thomas gagne là, il était déjà lâché, alors que c'était pas une étape non plus très difficile. Donc Denis, moi, en montagne, j'y crois pas du tout, et je trouve même pas qu'il ait progressé en fait par rapport aux saisons d'avant. En fait. Je trouve qu'il est toujours un peu au même niveau, donc moi je crois à aucun des deux. Et moi, ce qui me fait peur pour Van Garderen, c'est qu'il a tendance à tomber malade dès qu'il y a un truc qui passe dans l'air, et qui va sur le Giro, où il y a souvent des conditions en météo complètement dégueulasses. S'il tombe pas malade, alors que lui, il arrive à tomber malade en juillet en plein soleil. S'il tombe pas malade sur un Giro qui va se faire dans des conditions sans doute comme tous les ans un petit peu difficiles, ça serait un miracle quoi. Et en ce moment il est en Roumanie en plus, là où il pleut aussi. Oui voilà, il prend des risques en plus. Vas-y Johan. Non, moi Van Garderen j'y croyais beaucoup au début de l'année et j'y crois de moins en moins. Lui il a l'air hyper confiant, il dit qu'il maîtrise bien son affaire, qu'il est en train de monter en forme et tout ça. Moi je commence à avoir des doutes. Et pour Denis, par contre, Denis, j'ai l'impression que je répète à chaque podcast ça, mais que lui, s'il fait 15e du Giro, c'est pas un échec pour lui, quoi. J'ai lu une interview de lui il y a quelques jours encore où il disait que le Giro c'était le grand tour qui lui convenait le moins et que le fait de jouer le général sur le Giro jusqu'au bout, même s'il était plus long en général, ça peut que le faire progresser pour la suite. Donc pour moi, Denis, il va faire 15e du Giro, ça va être, mais ça sera pas un échec pour lui, quoi. Il jouera le général sans prétention de jouer le top 10, quoi. Moi j'ai déjà annoncé que Denis terminerait devant Van Garderen au général. Après j'ai pas précisé la position de Denis, ni celle de Van Garderen, mais c'est un pari que j'ai balancé déjà. Médé, ce qu'il pense, c'est que Van Garderen, il a quand même déjà fait 2 5e places sur le Tour de France. Et donc ça prouve que le garçon est tout à fait capable de rééditer ce genre de performance. Après, oui, comme tu l'as dit, il y a un gros potentiel de flop, mais il y a peut-être presque un tellement gros potentiel de flop que ça va pas flopper finalement. Je sais pas, c'est des coureurs sur lesquels je ne me prononcerai pas du tout. Voilà. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire. Ils vont peut-être me surprendre, ils vont peut-être bider. J'en sais rien et je m'en lave les mains. Voilà. Je remarque quand même que Médé parle de lui à la troisième personne, tel Alain Delon. C'est beau.
Ok, bon, je pense qu'on est à peu près unanime sur ces deux coureurs qui sont en fait les facteurs X de ce Giro. On ne sait pas du tout ce qu'ils vont faire, ça peut être complètement nul comme ça peut être la surprise. À suivre donc. Et un autre qui a été une petite surprise, même complètement une surprise, du dernier Tour de France, c'est Adam Yates, qui avait terminé 4ème, alors que j'avais l'impression qu'il était tout le temps à l'arrache sur toutes les étapes de montagne, mais bon, finalement il était 4ème au final. Donc qui se présente comme le leader de la Orica, donc en remplacement de Chavez, qui l'année dernière avait brillé sur le Giro. Là, cette fois-ci, c'est lui qui prend les commandes de l'équipe. Cette année, il a gagné, alors attention, une classique italienne qui a un nom pas piqué des hannetons, Grand Prix Industria i Artigiante. Bon, le Grand Prix de l'industrie et de l'artisanat, hein, on va le faire en français. Il a fait 4ème du Tour de Catalogne et 8ème de l'Aise-Bastogne-Liège. Donc, qu'est-ce que vous pensez d'Adam Yates, qui est quand même un coureur que... Alors moi, j'ai l'impression que c'est le coureur tel un Zubeldia, en fait. C'est le mec qui a toujours l'air d'être en galère, qui est toujours un petit peu à la limite, mais qui est d'une régularité sans faille et qui arrive toujours à se placer sur toutes les courses où il fait. Je sais pas ce que vous en pensez, Arnaud. S'il est d'une régularité sans faille, c'est surtout qu'il y a son jumeau aussi, et qu'on les confond tout le temps, et donc Merci. on se dit merde, il y a un Yates, et en fait c'est pas forcément lui. Non, Yates, il est costaud, c'est sûr. Je pense que ce sera un acteur du Giro. Je pense qu'il a vachement progressé depuis l'année dernière. Après, je mettrais quand même un bémol quant à sa récupération. Alors, l'année dernière, on n'a rien vu parce que en fait, ça n'a pas bougé. Mais en fait, on a vu, je ne sais pas si vous vous rappelez, mais sur l'étape que Bardet gagne, quand le peloton des favoris lui courait derrière, quoi, le seul à lâcher un peu prise, en fait, au final, c'était Yates. Et on voyait qu'il était derrière, en train de galérer, qu'il faisait l'élastique. Et donc, je me demande si justement il n'a pas quelques problèmes de récupération, même si c'est pas beaucoup vu, puisqu'au final, à part cette étape l'année dernière, en 3ème semaine, Tour de France, il n'y a pas eu mouvement. Mais ouais, moi, c'est le seul bémol que je mettrais par rapport à Yates. Mais après, il est capable de grosses performances, hein, comme on l'a vu sur Tirreno, par exemple, cette année, sur l'étape de montagne. Et je regarde son Tour de France de l'année dernière, c'est impressionnant parce qu'il est toujours entre la 10e et la 20e place, 21e place. C'est-à-dire que le mec, vraiment, quand je disais que j'avais la sensation de l'avoir toujours en queue de groupe de maillot jaune, toujours à l'arrache, je le voyais tout le temps avec Mentiès à côté. Mentiès, ça. Ouais, non mais il y avait Mentiès et Yates, c'était les deux qui étaient toujours. T'as l'impression qu'ils étaient à l'arrache, mais il arrive à terminer 4ème. Moi, je m'en suis toujours pas remis. Hein. Je sais pas comment il s'est démerdé, mais bon, bravo à lui. Est-ce qu'encore une fois, il va nous faire le même exploit, à nouveau un top 5 sur ce Giro, pourquoi pas. Médée En fait, vous êtes en train de me poser la même question depuis tout à l'heure sur Kreuzweig, sur Dumoulin, sur. Parce qu'ils ont le même profil, c'est-à-dire que c'est des. Quoique Yates, il a quand même beaucoup plus de bagages. Enfin, avec une 4ème place sur un Tour de France, il a plus de bagages que les deux autres. Mais disons que les. Oui, mais du coup, c'est des coureurs qui ont tous des faiblesses. Et du coup, c'est hyper compliqué de se prononcer parce qu'on ne sait pas forcément, avant ce Giro, qu'est-ce qui va le plus compter. Est-ce que c'est l'équipe? Est-ce que c'est le contre-la-montre? Est-ce que c'est le foncier? Je ne sais pas. Du coup, si c'est l'équipe, il est dans la merde. Parce que... Pardon? Si c'est l'équipe, il est dans la merde un peu, Yates, hein, parce qu'à part oui, Verona, voilà. Et si jamais il est piégé sur une étape de plaine, si jamais il y a des bordures à un moment quelconque, Yates il va passer à la trappe. Hein. C'est un des premiers sur la liste à passer à la trappe. Voilà. Ouais. C'est un coureur qui peut claquer un top 5, qui claquera pas plus qu'un top 5, ça c'est absolument certain pour moi. Mais voilà. Je pense qu'on peut aussi le voir dans la voiture au bout de 10 étapes, direction le Tour de France pour faire l'équipier pour Chavez. Ok. Voilà. Johan, ton avis sur le Britannique? Non, pas tout à fait d'accord. Je pense qu'il il sera régulier. Je le vois pas aussi gagner comme Médée, mais je pense qu'il sera 5, 6ème quoi, régulier. Mais je pense pas qu'il abandonne, à moins qu'il y ait une grosse merde. Mais c'est des grosses merdes, on est en train de... Là, t'es en train de faire un top ça, 10 avec 15 éléments, toi. Hein. C'est vrai, c'est... Non, mais attends, Yates, j'ai fait mon top 10, bon, je te le dis, Yates, je l'ai mis 6ème. Et non, mais... ouais, ce qui est sûr, c'est qu'il est costaud depuis le début de l'année, quoi. Il est sur les arrivées au sommet, il est toujours présent. Il est pas mauvais en chrono non plus. Et puis son équipe, on verra, parce qu'il manque encore 4 noms chez Orica, là. Donc s'ils mettent Hawson, Kreuziger et des mecs dans le genre, ça va faire du beau potentiel. Et on sait que Orica, ils aiment bien dynamiter la course. On l'avait vu l'an dernier avec Chavez, on l'avait vu sur plein de courses où Orica avait été vachement enthousiasmante. Donc peut-être que lui, ce sera un des types qui pourrait essayer de jouer son va-tout sur une étape pour renverser la course. Mais oui, après, c'est l'inconnu, quoi. C'est pas encore très offensif, quand même, j'ai l'impression. Mais... Ah, carrément pas. Hein. Mais après, moi, je le vois bien faire je vois bien faire un Giro à la Majka l'année dernière.
genre finir 5e, 6e, sans que personne l'ait vu toute la course. Oh là là. Le Giro de Maïchka l'année dernière, c'était le cancer, quoi, Maïchka. Hein. Oh là Oui, là. ouais. Bon, bref. parlons d'autre chose. Alors, ok. Yates, vous le voyez régulier, mais capable de sauter rapidement. Je retiens ça, pas de souci. Bon, ok. Alors là, on va commencer à arriver sur une bonne flopée de coureurs qu'à mon avis, on va peut-être évoquer tous ensemble. Alors, peut-être qu'il y en a un seul que je peux peut-être tirer du paquet. Un ou deux. À savoir peut-être Zakharine. Zakharine, cette année, 2e du Tour d'Abu Dhabi, 6e de Paris-Nice, mais qui est clairement sur des temps de passage un petit peu moins impressionnants que sur ses 2 saisons précédentes. L'année dernière, sur le Giro, il semblait bien parti pour terminer aux alentours de la 5e place. Malheureusement, il chute et est contraint à l'abandon. Est-ce que Zakharine, ça peut être aussi quelqu'un qui vient se hisser dans le top 5 il a la possibilité de le faire, mais il n'a pas l'air d'être dans une forme resplendissante. Mais est-ce que justement, c'est pas voulu de sa part? Parce qu'on sait que sur les années précédentes, il était peut-être en forme trop tôt. Est-ce que là, Zakharine joue pas bien son affaire, justement, en retardant son pic de forme et en étant justement très fort sur le Giro? Je vous pose la question, Johan. Alors, tu vas copier-coller mon commentaire sur Yates, sur Zakharine. Ouais. T'enlèves juste l'équipe, mais Zakharine, ouais, il va suivre, il sera exactement ça. régulier, et puis il sera 6e ou 7e du Giro. Alors, est-ce que par contre, on peut mettre dans les pronostics une étape où Zakharine attaque et roule comme un dératé pour un de ses adversaires, à la manière de comme il fait d'habitude? Pourquoi une seule? Oui. Pas faux. Ok, Médé, ton avis sur le Moi, Russe? tu vois, j'ai mis Zakharine au même niveau que Landa et Pinot. Pour moi, s'il y a bien un coureur dont j'ai l'impression que vous le sous-estimez, c'est bien Zakharine. Zakharine, c'est un mec, sur sa première année pro, il a gagné le Tour de Romandie, quand même. Enfin, Alors déjà pas première année pro, parce qu'il était chez... première année World Tour. Voilà, merci. Il était chez Gazprom ou un truc où Iterac, je sais plus comment il s'appelait l'équipe. Il gagnait les Tours d'Almaty et compagnie, donc attention. Mais c'est un mec, autant Kruijswijk, Yates, tout ça, on les a jamais vus être le meilleur d'une course, autant Zakharine, il a dominé tout le monde sur une course. Il a dominé Chris Froome, par exemple. Voilà, c'est un mec, on sait qu'il a le niveau d'être au niveau des... Enfin, il a un top niveau qui est un des plus hauts du peloton professionnel. Voilà. Après, forcément, c'est vraiment pas une assurance tout risque. Et notamment parce que dans 5 ans, peut-être qu'on le verra plus dans les palmarès. Mais oh bon. là là. Cette attaque, quoi. Écoutez, il est mais voilà, innocent c'est tant quand même que... à souligner. Et pour moi, voilà, sa cote, elle doit être assez haute. Si tu as 1 ou 2 pièces à glisser, c'est peut-être celui sur lesquels il faut les miser. Parce que c'est celui qui peut vraiment créer la surprise. Je suis complètement d'accord sur le fait qu'il y a un potentiel de largement faire un top 5 pour Zakharine, d'après ce qu'il nous a montré sur ses 2 Non, c'est dernières même pas saisons. qu'un top 5, c'est que lui, Oui. il peut le gagner, le Giro. Ah ouais, oh, là j'irai pas Ah ouais, jusque non, là moi quand même. j'irai pas jusque là non plus. Non, Il est capable moi, d'être à la fois le meilleur en montagne non. et le meilleur en chrono. Non, moi je le vois capable de faire pourquoi pas un top 5 s'il est en bonne condition, mais moi l'interrogation que j'ai, c'est justement est-ce qu'il est en bonne condition au vu de sa saison? Parce que pour l'instant, c'est un petit peu, il est beaucoup moins omniprésent que sur les saisons précédentes, où les saisons précédentes, il était quasiment à l'image d'un Roglic que présent sur toutes les courses d'une semaine sur la première partie de la saison, quoi. En réalité, Zakharine... Vous entendez? Oui, Zakharine, il a fait quoi à part le retour de Romandie 2015? Il a fait quoi? Déjà, sur ce Tour de Romandie, j'ai le classement dans les yeux, je te cite qui il devance. Il devance Pilac, évidemment, qui est toujours là, mais il devance Froome, Pinot, Quintana, Maïka, Bardet et Nibali. Non, mais En gros, il a devancé absolument tout le monde. Je suis d'accord sur ce Tour de Romandie, il était vraiment bon. Sur l'étape de montagne, notamment. Il était monstrueux. Ouais, sur l'état de montagne où il était pas dans le il a démonté tout le monde. Et tous les en plus chrono, grands leaders du peloton national. En chrono, c'est impressionnant. Mais au final, depuis, à part une étape sur le Tour de Romandie 2016, là où il bat Quintana au sprint et finalement il se fait déclasser, là, Morgin, je sais pas quoi. À part ça, qu'est-ce qu'il a fait Alors, je peux vous le dire de suite. Non mais d'accord, vraiment impressionnant. Alors, il allait finir dans le top 5 du Giro s'il ne chutait pas sur la même taille que Kruijswijk. Mais top 5, voilà. Oui, mais top 5, c'est son premier Giro, il était en forme trop tôt sur le Tour de Romandie. C'était pas dégueulasse. Je peux vous dire ce qu'il a fait avant le Giro 2016. Avant le Giro 2016, il est sur une première partie de saison monstrueuse de régularité. 7ème en Algarve, 4ème au Paris-Nice, 7ème en Catalogne, 4ème au Tour de Romandie et il fait aussi 5ème au Liège-Bastogne-Liège. Il était sur une régularité, c'était le Roglic de cette année, quoi. C'était, alors peut-être qu'il était en forme trop tôt, mais en tout cas, au moment où il abandonne, il était 5ème, donc c'est que la forme était toujours là. Il était sur le point de faire un très très bon Giro et malheureusement il a chuté. Et là cette année, le truc qui m'inquiète, c'est que
cette régularité qu'il avait eue sur la saison dernière, moi je la revois plus du tout. Il est en dedans, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est Oui, pas mais parce justement... qu'il se prépare pour cet objectif depuis le début de la Justement, saison. Voilà, c'est la question qu'on se pose. Il le Donc sait toi, qu'il arrivait en forme trop tôt l'an dernier, il le sait. L'an dernier, il était même pas aussi impressionnant sur le Giro que sur son début de saison. Pour moi, il était arrivé en forme trop tôt. Oui, mais et en c'est Romandie, justement par ça contre, qui il fait- l'était impressionnant. Là, il décale. Ok. Ouais. Donc visiblement, alors Je suis Amédée, pas, je suis pas convaincu personnellement. Moi, si je D'accord. devais faire un pari, le seul pari osé que je ferais, enfin, il y en a deux, ça concernerait deux Russes. Ça serait Foliforov, révélation au général. Le mec qu'on n'entend pas, ce serait Foliforov. Et Zakharine sur le podium. d'accord. En tout cas, pour mon rival, s'il y a Zakharine et Foliforov sur le podium du Giro, ça me va très bien. Ah, moi Zakharine aussi, hein, moi je l'ai aussi celui-là. Mais bon, ok, bon ben d'accord, je pense qu'on est on est à peu près tous d'accord pour dire qu'il y a du potentiel du côté de chez Zakharine, même si du Ah côté non, de Nico, Médée... il n'est pas d'accord du tout. C'est ça le problème. Non, mais Si. non, Zakharine, je pense que c'est toi qui est un petit peu en marche par rapport à nous en disant qu'il peut gagner le Giro. Moi je le vois potentiellement sur le top 5, ouais, mais gagner le Giro, je pense que tu vas un peu fort, Je suis d'accord. voire même très fort. Mais bon, voilà. En fait, Zakharine, pour moi, il est régulier. Il peut être très très bon, le meilleur en montagne un jour, mais en fait, je sais pas pourquoi je sens, c'est peut-être totalement faux, mais je sens sur une étape ou deux, il va se prendre 2 minutes et il pourra Mais pas tu jouer l'as la dit gagne toi-même, comme ça. il peut être le meilleur en montagne. Ouais, mais je lui dis aussi qu'il est Et du coup, régulier. Mais Enfin, non, mais pourquoi il Zakharine, est oui, pas c'est le forcément facteur X irrégulier pour moi. Ouais. Il a déjà été régulier sur 6 jours, il peut l'être sur 3 semaines. S'il faut, ça fait 2 ans que Zakharine c'est le meilleur coureur du peloton, mais comme il court n'importe quoi, on le sait pas. Ah, ah. C'est ça aussi. Bon, après, ouais, il y a l'intelligence tactique aussi, Zakharine. Bon, s'il se retrouve en position de gagner le Giro, je suis pas certain qu'il fera forcément les meilleurs choix. Voilà. Ok, Non, mais bon, il n'aura pas une équipe dégueulasse à ses côtés. Il aura Taharamae comme lieutenant, c'est pas. pour l'instant c'est c'est pas le seul idiot. qui est annoncé. Hein. Ouais, c'est ce qui a annoncé pour l'instant. Mais Ouais, je pense que Katusha mettra un peu du monde quand même. Tu auras Tchernetsky, un truc comme ça qui grimpe pas trop Ouais, mal, voilà. tu auras 2-3 mecs. Hein, voilà. Peut-être un Mamikin. Bon, mais je pense qu'on a à peu près fait tous les gros favoris de ce Giro, et donc maintenant on va s'intéresser à des coureurs qui sont plutôt des outsiders, des mecs qui vont viser le top 10, voire un petit peu mieux sur un malentendu, c'est ce que vous allez me le dire. Je vais donc vous citer pas mal de coureurs, et vous allez me dire, parmi ceux-là, qui est-ce que vous voyez faire un bon Giro? Donc on a Jungles, qui pour l'instant fait une saison assez transparente, 14e sur le Tirreno, c'est sa meilleure performance. Pozzo Vivo, qui est 3e du Tour des Alpes, donc plutôt pas mal. Roland, 6e du Tour des Alpes, grâce aux magnifiques entraînements de la Cannondale. Mollema, qui a gagné le Tour de Saint-Juan et qui depuis fait aussi une bonne place au Tour d'Abu Dhabi, et 9e du Tirreno, mais bon, depuis c'est aux abonnés absents. Et puis après, on a aussi des coureurs comme Costa, qui n'a jamais rien fait sur 3 semaines, mais qui est là au départ de ce Giro. Pourquoi pas aussi du côté de Chastana, avec malheureusement le décès de Scarponi et le forfait de Haru. On se retrouve avec seulement Catado et Kangert pour pourquoi pas faire quelque chose de général. On a aussi, pourquoi pas, alors là on va plus dans l'improbable, enfin dans les potentielles surprises disons, on a Conrad chez Labora qui ces derniers mois est quand même plutôt fort, donc pourquoi pas le voir faire quelque chose sur ce Giro. On a la grosse cote Yann Hirt du côté de la CCC Polsat, grimpeur un petit peu à l'image d'un Froome qui doit avoir 2% de matière graisseuse. Du côté de la Gazprom, donc les comètes russes, on a Firsanov, on a aussi pourquoi pas Foliforov. Voilà, donc pas mal de petits coureurs qui sont absolument pas des assurances de risque, bien au contraire, c'est des paris. Selon vous, lesquels seront des paris gagnants? Donc, Johan, on commence par toi. Je crois que donc t'as parlé de Foliforov peut-être. Non, Foliforov, j'espère Ah oui. pour mon viral, c'est pas. Non, moi dans mon fin de top 10, j'ai passé Mollema et Pozzo Vivo. Mollema qui avait été impressionnant sur le Tour l'an dernier avant d'exploser en vol. Là, c'était pas la caisse pour venir 3 semaines, cela dit. Et Pozzo Vivo qui est toujours régulier. Bon, il était malade l'an dernier, mais toujours régulier. Après, dans ce que tu as cité, t'as cité Pierre Rollin et Rui Costa. Pour moi, ils jouent pas le général, ils vont faire juste chasseur d'étape. C'est ce qu'ils ont lancé en tout cas. Mais ouais, dans ce que tu as cité, je mettrais plus Mollema Pozzo Vivo. D'accord, ok. Du coup, je laisse la parole à Médée. C'est toi qui avais parlé de Firsanov, excuse-moi. Non, de... Ouais, voulais- Foliforov, Foliforov, voilà. ça peut être une bonne surprise parce que en niveau intrinsèque, il est capable d'aller très haut. On gagne pas un chrono en côte sans avoir un moteur assez monstrueux. Après, c'est toujours un peu compliqué et délicat de parler de ces outsiders qui peuvent compléter le top 10 parce que vous regardez le top 10 du Giro de l'an dernier et vous vous rendez compte que personne n'avait parié sur les mecs qui le composent. Hein. Donc là, à mon avis, ce sera un peu la même chose. Donc, je sais pas, j'ai un peu du mal à m'embarquer sur ces pronos. Ce qui est sûr, c'est que
pour une fois, je pense que le plateau est vraiment bien meilleur et du coup, il devrait y avoir un peu moins d'outsiders dans le top 10. On en retrouvera peut-être un ou deux du style, vous l'avez cité, Mollema, Pozzo Vivo, mais ça peut être, je sais pas, un Carty, un Formolo, des mecs comme ça. Ouais, moi je suis d'accord. Après, Mollema, il est peut-être quand même un rang au-dessus, je trouve, que tous les coureurs que tu as cités, même si il a l'habitude de péter des durites en fin de grand tour. Mais au niveau intrinsèque, je pense qu'il est quand même meilleur que le reste. Après, Roland, ouais, je pense qu'il peut faire une belle chose. Il peut faire des belles choses. On l'a pas beaucoup depuis le début de la saison, et là, au 30 ans, il a montré qu'il avait une belle forme. Donc moi, je le vois bien un peu à l'image de son Giro 2014, aller faire de belles choses, même s'il jouera pas forcément le général, mais il peut au moins essayer de, je pense, de gagner une étape, par exemple. Le niveau intrinsèque le plus élevé, c'est Roland. Hein. Le seul mec qui peut vraiment se battre avec les tout meilleurs au général parmi toute cette liste, c'est Roland. Je vois pas Pozzo Vivo très loin de son niveau. Hein, mais c'était le seul qui pouvait. Je vois pas Pozzo très loin de ce niveau, sincèrement. Hein. Ouais, potentiellement. Non, Pozzo Vivo, autant il y a une époque j'étais très enthousiaste sur lui, mais finalement il plafonne, il sera jamais capable de faire mieux que 5ème ou 6ème d'un grand tour. Ah ouais, parce que Roland il ne plafonne pas du tout. Ouais, on sait c'est quoi ce foutage de gueule. C'est pas ce que je veux dire. C'est très bien ce que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que sur le Giro 2014, Roland c'est le meilleur en montagne avec Quintana. Hein. Et ouais, voilà. Mais enfin, en tout cas, c'était un mec qui pouvait suivre les meilleurs quand les autres ne le pouvaient plus. Ok. Ouais, je suis pas certain quand même de cette analyse, mais parce que je pense qu'on est un peu trompé par l'étape de Valmartello où il sort avec Quintana et Ashdal, mais je pense qu'Arou était quand même meilleur en montagne, voire même Oura, non? Enfin, c'est mon avis. Non, Arou, il était pas meilleur. Hein, Johan? Il est pas meilleur, non. Ah, voilà. Arou sur le chrono en côte au Monte Grappa, il finit quand même 17 secondes derrière, si je me trompe pas, 17 secondes derrière Quintana, et le troisième c'est Uran, 1 minute 30. Hein. Donc en termes de wattage pur, il était très très bon quand même Arou sur ce Giro. Ok, bon m'aider à part Foliforov et Roland, peut-être pas. Mais moi je te dis, je peux pas faire de pronostic là-dessus, j'ai simplement une petite envie que Foliforov soit bon, c'est tout. Après, je ne fais pas de prono là-dessus. Ok, pas de souci. Bon, mais du coup, il ne reste plus que Arnaud. Ouais, bah, j'ai dit un peu, moi j'ai parlé un peu de Mollema et Roland, mais sinon, ouais, peut-être Pozzo. Pozzo et Nana, il avait loupé son Giro, donc je sais pas trop, je sais plus pourquoi. Il était malade, peut-être, non? Ouais. En tout cas, il était malade. Hein. Mais ouais, du coup, il était complètement passé à côté. Peut-être que cette année, il va réussir à se rattraper un peu, mais bon, pareil. Peut-être voir un fond de top 10, mais je vois pas mieux. Et sinon, peut-être Ciccone, le mec là, qui a gagné l'étape l'année dernière, le jeune italien. Je sais pas si ça se dit comme ça, Ciccone. Peut-être que cette année, il peut se révéler, lui. L'année dernière, il a montré de belles choses et je pense que c'est un talent en devenir. Ouais, mais chaque année, c'est pas au du cœur intersaison, il revient juste. Hein. Pardon? Après, je le vois pas jouer le général du tout, Ciccone. Il va jouer les étapes comme pas le fait un Pirati. Pas jouer le général, mais peut-être montrer un niveau quand même assez intéressant. Et ouais. Bon, c'est sûr, il fera pas un gros truc au général. Mais... Oui, bon. Après, de toute façon, aucun de tous les coureurs là. Mais... Oui. Ouais, quand même, moi sur ceux que j'ai cités, moi personnellement, Pozzo Vivo, je le vois plutôt fort. Bon, est-ce que je suis objectif étant donné que je suis supporter d'AG2R? Peut-être pas, mais Pozzo Vivo sur son Tour des Alpes m'a un petit peu rassuré et je le vois pas au niveau des meilleures montagnes clairement, mais je le vois peut-être 6-7ème, quelque chose comme ça. Il y avait des conditions de course satisfaisantes, avec un ou deux mecs devant lui qui craquent, il peut terminer 6ème ou 7ème du général. Donc moi Pozzo Vivo, je l'écarterai pas du tout du top 10, loin de là, je le mettrai même plutôt haut dans des bonnes conditions. Roland, je pense qu'effectivement il va jouer plus les étapes. Et voilà, pour moi c'est Pozzo Vivo et Mollema, un petit peu comme vous, que je vois pourquoi pas jouer le général. Et je remarque que plus personne n'a d'espoir pour Costa. Et je pense que d'ailleurs Costa ne visera pas le général, mais Costa c'est définitif, les 3 semaines c'est pas pour lui. Voilà. En fait, Costa, quand est-ce qu'il a déjà visé le général? À part au Tour 2014, mais il s'était foiré. Quand est-ce qu'il a déjà visé le général de la Grand Tour? Il y a 1 ou 2 Tours de France pour moi où il a visé le général, mais ouais, dont le 2014. Ouais, j'ai pas souvenir. Enfin, ouais, 2014, mais bon, il avait rien fait quoi. Bah oui, c'est justement pour ça que depuis il vise plus le général sur les autres courses quoi. En tout cas, pour ceux qu'on a cités, on a dû citer 13, 14, 15 ans qui vont jouer le général. Je pense que pour tous ces mecs-là, on pourra dire bah oui, j'avais raison, il est en top 10, ou alors oui, il y est pas, mais il a chuté, mais il a abandonné, mais il a eu une merde quelque part. De toute façon, il y a toujours des mecs qui ont des merdes, et ceux qui n'ont pas des merdes, ils seront en top 10.
Puis voilà. Ouais, bah surtout sur le Giro où il y a tendance à avoir des conditions météo un petit peu difficiles. Donc du coup, on a une ou deux craquantes au moins qui sont liées à la météo avec des mecs qui ont des jours où ils sont complètement, ils explosent complètement. Et puis Ouais, il y a des des il y a une ou deux chutes aussi. Et puis voilà, facilement, parmi les 10-15 favoris, t'en as 4 ou 5 qui sautent quoi. Surtout que pour moi, à part Quintana, il n'y a aucun de tous les favoris qu'on a cités qui est une valeur sûre. Tous peuvent péter en vol pour moi. Bah, Nibali pour moi c'est une valeur sûre, mais il affiche pas un niveau suffisant pour viser la gagne. Pour moi c'est la valeur sûre Pas du top pour la 5 gagne, quoi. voilà. C'est la valeur sûre du top 5. Ouais, oui, voilà. Mais bon, après pour gagner, à part Quintana, il n'y en a aucun qui est une valeur sûre. Quoi. Bon, ben, je pense qu'on a fait à peu près le tour. Est-ce qu'il y a d'autres coureurs dont vous voulez parler, des mecs qui vont faire le Giro et qui potentiellement pourraient se montrer des mecs à la Ulissi, on a parlé de Woods, peut-être pourquoi pas sur les étapes pour Puncher, étant donné qu'il n'y a pas une énorme concurrence dans ce domaine sur les 3 semaines à venir. Est-ce que vous avez d'autres noms peut-être qu'on n'aurait pas cités C'est pas vraiment un nom, pour moi, je fais une petite dédicace à Liam, mais toute l'équipe Cannondale peut vraiment faire un truc. Ils ont vraiment des chasseurs d'étapes de partout. Tu vois, il y a Roland, il y a Formolo qui va jouer le général, et à côté, il y a Roland, Dombrowski, Woods, Bettiol, Villela, Simon Clark et Slacter. Pour moi, ça va jouer les étapes de partout, ça va aller dans les échappées, et ça peut être très sympa à suivre. Et vous pensez pas qu'un mec comme Carty, justement, vu que Roland risque de jouer les étapes, Carty peut se tester pour le général? Si, peut-être. Bon, voilà, ok. Je sais pas trop, mais. Ok. Et à part donc les Cannondale, d'autres noms à citer? Oui, non? C'est un nom, très bien. Ben, ça va être le moment de conclure du coup. On est sur combien de temps là parce que là, on a 1h43, donc on est sur du podcast grand format, hein, je tiens à vous dire. Même s'il y a 2-3 points de montage, on va pas se mentir. Mais on est sur du truc bien fat. Ben, logiquement, avec tous les noms qu'on a balancés, on devrait avoir 2-3 pronostics à peu près bons. Ouais. Alors juste pour conclure, c'est la manière de dire au revoir, je pense que je vais vous demander votre top 5 en pronostic. Voilà, et on fera pas les comptes du coup après, parce que sinon souvent on passe pour des cons, donc on évite de les faire, mais bon, histoire de voir où on est à peu près tout le monde. Donc qui a un top 5 déjà prêt, que je commence par lui? J'en ai un. Allez, Johan, vas-y. Donc, fais-nous premier rêver. Pinot, deuxième Quintana, troisième Landa, quatrième Kruijswijk et cinquième Zakharine. Nibali out. Le squal, donc Ah ouais. pas d'italien du coup. J'ai quasiment la même chose, moi. Eh ben vas-y. Moi, j'aurais Quintana en 1, Kruijswijk en 2, 3 Pinot, 4 Landa et 5 Yates. Ok. Médée, est-ce que tu as un top 5 à me Un proposer? Quintana, en deuxième Nibali, troisième Zakharine, quatrième Pinot, cinquième Dumoulin. Alors moi de mon côté, attention, grosse cote. 1, Landa. Voilà. 2, Quintana, 3 Pinot, 4 Nibali, 5 Dumoulin. Voilà. J'ai parlé, mais bon, je suis pas du tout sûr. Hein, mais bon. Bon, on est habitué au fail en matière de pronostic dans le podcast quand même. On évite d'y revenir plus que d'autres. justement. Oui, c'est sûr, mais bon. On évite souvent d'y revenir parce qu'on a un petit peu honte. Voilà. Bon, ben, je pense qu'il est temps de se dire au revoir. C'est le dernier mot. Si vous avez un bonjour à faire passer, un coup de gueule, bon, un truc un peu bref à balancer, c'est le moment. Médée, t'as souvent des choses à dire? Oui, moi j'ai un gros coup de gueule. Ça concerne Sven-Erik Bistrom qui m'a fait un gros doigt d'honneur tout à l'heure sur Kurn Bruxelles-Kurn. Donc Sven-Erik, tu es un connard, merci. Ah, ouh, là, ça balance. Ah, magnifique. Putain, celle-là, elle est sortie de... Je m'y attendais pas, celle-là. Bravo. Et tu salues pas les auditrices. C'est bizarre. Si, mais elle, c'est un petit bisou, voilà. D'accord, ok. Johan, le dernier mot? Carlos Verona, vainqueur d'une étape sur le Giro. Très bien, on note. Arnaud? Allez, Roland qui gagne 2 étapes. Ah oui, comme ça, d'accord. Très bien. Ouais. Moi, je dis étape gagnée par Gastower. Voilà. C'est le fanboy d'AG2R qui parle. Et voilà. Bon, ben voilà. Je pense que c'est le moment de se dire au revoir. Rendez-vous dans 3 semaines pour le débriefing, normalement. On verra si on a tapé juste ou si au contraire on s'est bien planté. En attendant, bonne course et ciao! Salut. Ciao.